Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer notre cinquième séance concernant notre thème de l'année autour de l'innovation et de la sobriété. Et cette séance, je vais la consacrer à la question de la phénoménologie des sociétés conviviales. Je vais expliquer en détail évidemment ce que l'on fait, mais comme habituellement, je fais un retour rapide sur notre séance précédente, où nous avons vu que l'histoire du capitalisme est indissociable de celle de l'innovation. Et depuis les rénovations et révolutions marchandes médiévales jusqu'aux dynamiques industrielles et néolibérales du XXe siècle, l'innovation a toujours été le moteur principal de la croissance économique et sociale, avec les conséquences que l'on connaît. On a vu qu'à mesure que l'innovation s'intègre dans une logique capitaliste, elle est devenue un levier de consommation, de profit, perdant de vue certaines de ses fonctions premières qui étaient notamment celles d'un moteur de progrès, d'un moteur de changement. La fois précédente, nous sommes attelés à repenser le lien entre capitalisme et innovation à travers le prisme de la sobriété, qui pourrait être émancipatrice de la surconsommation. À travers cette perspective, nous avons vu ce que pourrait être un nouveau contrat social de la sobriété innovante. Et pour ça, on s'était appuyé notamment sur Rousseau, également l'américain Howard Bowen. Ce contrat social repose sur 3 piliers: redéfinition des finalités de l'innovation, la promotion d'une modération volontaire et collective, et une approche holistique intégrant les conséquences écologiques, sociales, intergénérationnelles. L'idée n'était évidemment pas ou plutôt si, c'était quand même de se questionner sur une version, je dirais un peu primitive ou superficielle parfois, de dire il faut supprimer le capitalisme. Nous avons plutôt essayé d'avancer avec la notion de prudence et la notion de tempérance la fois précédente, pour essayer de regarder comment est-ce que l'innovation, au lieu d'être un outil simple de croissance, elle pouvait demeurer, mais dans ce que l'on a appelé une innovation dite innovation soin. Une approche qui donc soignerait des écosystèmes, des communautés humaines, de même que le capitalisme ne peut pas être une fin en soi, il doit être tempéré. Et alors, vous pouvez s'interroger sur les questions de justice, de prudence, de tempérance, les 4 vertus que les stoïciens que nous avions vus lors de la première séance de l'année considéraient comme vertus cardinales. Alors, des alternatives existent déjà et nous avions conclu sur ces sujets-là, tels que l'économie sociale solidaire, un capitalisme régénératif, parmi d'autres exemples que nous avions mentionnés. Mais néanmoins, on avait noté que l'ensemble de ces modèles peine à se détacher des logiques capitalistes sous-jacentes. Le véritable changement nécessite une transformation culturelle plus profonde, notamment réussir à éduquer à des modes de vie plus autonomes. Le contrat social de cette sobriété innovante n'est pas une utopie en tant que telle, mais nous invite à dépasser l'opposition entre croissance et décroissance pour ouvrir la voie à un modèle où création et tempérance se renforcent mutuellement. Autrement dit, comme Rousseau l'écrivait, l'homme est né libre et partout il est dans les fers. Les fers modernes ne sont pas seulement politiques ou institutionnels, mais aussi économiques. Il existe des voies pour sortir de ces fers, et c'est ce que je souhaite aborder avec vous ce soir. Ces fers, ce sont des axes que certains peuvent dire des axes utopiques. Certains peuvent dire des axes fondés par des communautés qui sont un peu marginales, ou communautés responsables, mais d'une certaine manière uniquement, c'est-à-dire que pour un petit groupe de personnes. Ce qu'on va voir ce soir, c'est que ces communautés marginales, dites marginales, elles peuvent avoir un apport responsable, spirituel, non moins innovant, pour notre question d'innovation et sobriété. Donc ce soir, je vais essayer avec vous d'avancer sur cette société conviviale et cette phénoménologie de société conviviale. L'innovation qu'on va aborder ce soir s'intéresse à ces sociétés et on ose dire de cette manière-là, tenter une phénoménologie des sociétés conviviales. La convivialité, telle qu'on va l'aborder ce soir, n'est pas entendue au sens commun, c'est-à-dire, comme vous le savez, la convivialité, un état d'esprit, une façon d'être avec autrui, une sorte de pacification, de socialisation. Ce qu'on va faire ce soir, c'est plutôt de regarder cette notion de convivialité, ainsi que je l'ai déjà abordé comme auteur, mais pas sous cet angle-là plus précisément, c'est celui d'Ivan Illich.
Évidemment, on n'ôtera pas la question classique de la convivialité entendue dans le sens commun, mais ce ne sera pas exactement ce que l'on va aborder, puisqu'on va essayer d'ailleurs d'entreprendre une phénoménologie de ces sociétés conviviales. C'est-à-dire comment ces sociétés, ces organisations que je vais vous décrire, peuvent se donner comme phénomène. Pour reprendre les mots d'Illich et pour comprendre cette dimension, la société conviviale désigne une organisation sociale qui établit un juste équilibre entre les individus, leurs outils. Et évidemment, c'est pour ça que la question d'innovation est clé, même si rarement elle est abordée sous cet angle. Pour ainsi dire jamais, en tout cas je ne l'ai pas vu. Illich, je le cite, « La société conviviale est une société où l'outil moderne est au service de la personne intégrée à la collectivité, et non au service d'un corps de spécialistes. Conviviale est la société où l'homme contrôle l'outil. » Je finis, c'est la fin de la citation. Conviviale est la société où l'homme contrôle l'outil. Autrement dit, la société conviviale repose sur des outils, elle a besoin d'outils, et des institutions qui élargissent les possibilités d'action des individus sans pour autant aliéner leur liberté. Pour le dire d'une autre manière, on pourrait supposer que les outils vont aliéner notre liberté, contrairement à ce qu'ils pourraient dire. Un outil nous vole une liberté qu'il pourtant promeut dans une société inverse, c'est-à-dire donner plus de liberté. Et cette définition s'oppose évidemment au système dominé par une hypertechnologie qui tend à déposséder les individus de leurs capacités, notamment celle de la liberté. Ce qu'apportent les outils conviviaux, c'est la capacité humaine à s'autogérer et à coopérer. Par exemple, les transports publics à échelle humaine. Par exemple, les jardins communautaires qui incarnent des outils conviviaux, contrairement à l'automobile individuelle, à l'agriculture industrielle. Ainsi, la société conviviale est une société qui, je cite ici Illich, le dogme de la croissance accélérée qui justifie la sacralisation de la productivité industrielle, aux dépens de la convivialité. Pour Illich, la poursuite sans limite de la croissance est insoutenable. Elle nous pousse à exploiter notre environnement au-delà de ses capacités de régénération et à instaurer des rapports de domination entre les peuples. Ainsi, viser une société conviviale, c'est s'interroger sur nos choix éthiques et politiques. Je cite de nouveau Illich. « Il faut considérer que la convivialité, c'est la liberté réalisée dans une interdépendance mutuelle et personnelle et ayant comme telle une valeur éthique intrinsèque. Je crois que sans convivialité, la vie perd son sens et les hommes dépérissent. » À la fin de la citation, je crois que sans convivialité, la vie perd son sens et les hommes dépérissent. Donc il y a chez Illich une volonté fondamentale de constituer des communautés, constituer des dépendances entre les individus, mais non pas par des outils qui vont nous aliéner, mais par des hommes qui, entre eux, peuvent constituer une forme de liberté. Dit autrement, nous atteignons moins la liberté avec une dépendance aux outils qui prétendent la liberté, une voiture, un téléphone, un ordinateur, qu'avec une dépendance à autrui où chacun s'émancipe par le contact de l'autre. Ainsi, voiture, téléphone, ordinateur vont plutôt nous aliéner. Nous habitons loin des villes, de notre travail, la voiture est indispensable. Nous cherchons à joindre, à être joignable, c'est le téléphone. Nous cherchons à travailler, à jouer, à communiquer, acheter, vendre, c'est l'ordinateur. C'est-à-dire que l'ensemble des actions de l'espèce humaine va plutôt être orienté sur l'outil qui peut me donner une forme de liberté que l'inverse. Et ce n'est pas de la convivialité. Au mieux, c'est de la praticité. La voiture, c'est pratique. Le téléphone, c'est pratique. Mais ce n'est pas forcément un espace de liberté, à proprement parler. La productivité n'est non moins vraie ici. Le passage de la productivité à la convivialité est le passage de la répétition du manque à la spontanéité du don. Je répète cette phrase d'Illich. Le passage de la productivité à la convivialité est le passage de la répétition du manque à la spontanéité du don. Autrement dit, pourquoi le déplacement en voiture pour travailler ou rencontrer
si la communauté proche de nous peut accomplir cela, si tant est qu'on s'interroge sur pourquoi est-ce qu'on le fait. Pourquoi utiliser l'outil téléphone si l'on peut au contraire se déplacer et rencontrer? Évidemment, vous voyez bien derrière la praticité, la productivité. Je gagne du temps d'une certaine manière. Mais en soi, il est possible d'avoir cette même conversation, ou plus exactement, d'accroître la profondeur de la conversation avec quelqu'un et donc la convivialité, sans en passer par l'outil dont on dépend. Même chose pour l'ordinateur, pour jouer, pour travailler, pour acheter. Finalement, comment faire sans cet outil intermédiaire? La conséquence de cela, c'est que nous redessinons ici les communautés qui vivent et qui n'en subissent, si l'on souhaite s'émanciper de ces outils. C'est à partir de là que la société conviviale peut s'esquisser. Je cite une nouvelle fois Illich. Une société conviviale est une société qui donne à l'homme la possibilité d'exercer l'action la plus autonome et la plus créative, à l'aide d'outils, donc on a bien besoin des outils, moins contrôlables par autrui. La question, c'est donc la question du contrôle de l'outil. La productivité, je continue la citation, se conjugue en termes d'avoir, la convivialité en termes d'être. Il continue. Je crois qu'il faut inverser radicalement les institutions industrielles, reconstruire la société de fond en comble, pour être efficient et satisfaire les besoins humains, qu'il détermine aussi un nouveau système de production doit retrouver la dimension personnelle et communautaire. Donc on commence ici à placer les enjeux de ce que peut être une société conviviale. Le problème, c'est qu'on peut reprocher à Illich son caractère un peu programmatique. Illich est un penseur de la société qui ne s'engage pas dans une réalité concrète de la société conviviale, et pour tenter d'en voir une apparition, c'est certainement du côté des utopies qu'il faut essayer de regarder. Avant cela, pourquoi j'appelle cela ce soir avec vous une forme de phénoménologie? Parce que l'idée est de s'inscrire sur la façon dont les sociétés conviviales, dont je vais donner quelques traits ici, que l'on va également nommer utopiques, peuvent se donner comme comme phénomène. Et ce point est clé. Il ne s'agit pas pour moi de faire une description linéaire de ces sociétés utopiques, mais d'évaluer leur valeur en tant que phénomène dans la société. Et si cela est important, c'est parce que cela permet d'en mesurer les effets dans les sociétés les plus classiques, les plus traditionnelles. Ainsi, en mesurant les phénomènes donnés, il s'agit de répercuter autant que possible cela dans notre société contemporaine. Cela s'appuie sur la fameuse phrase du, je mets des guillemets, fondateur de la phénoménologie, Husserl, pour qui la phénoménologie est le retour aux choses mêmes. Ce retour aux choses mêmes signifie que la phénoménologie cherche à suspendre les préjugés et les constructions théoriques pour accéder à une compréhension directe et intuitive des expériences. Et c'est peut-être ce dont nous avons besoin dans l'élaboration de sociétés conviviales. Rappelons que pour accéder aux structures essentielles de l'expérience, nous devons en passer par la phénoménologie des techniques telles que la réduction ou l'époquée, qui consistent à mettre entre parenthèses nos croyances sur l'existence d'un monde extérieur afin de nous concentrer sur la manière dont les choses apparaissent dans notre conscience. Mais Husserl nous dit bien que toute conscience est conscience de quelque chose. Ce qui signifie qu'on va utiliser l'intentionnalité de Husserl, une idée centrale, selon laquelle toute conscience est toujours dirigée vers un objet. C'est ce pourquoi, ce soir, je vais utiliser 3 objets. Pour résumer l'hypothèse avec vous, c'est de retourner aux choses mêmes d'une société conviviale, en rechercher l'essence, en faisant une variation des propositions existantes, en suspendant nos croyances sur ce qu'est une société, et on verra qu'il y a des éléments que l'on peut dire surprenants ou bouleversants, et c'est enfin, visé par notre conscience, la possibilité d'avoir conscience de ce qu'est une société conviviale. Pour cela, pour prendre en charge ce qu'est une société conviviale, je vais m'appuyer ce soir sur des propositions de sociétés utopiques que l'on nomme parfois des sociétés intentionnelles. Je vais en utiliser 3, 2 qui sont des espaces géographiques, la 3e, un espace plutôt hétérotopique.
Les deux communautés sont Auroville en Inde, la deuxième, Christiania au Danemark. L'expérience où se joue non moins la convivialité illichienne, la question du naturisme, et plus exactement les communautés naturistes. Et là, ça nous sert dans une certaine mesure où on va chercher la question du lieu, mais qui n'est pas un lieu géographique, ou s'il est lieu géographique, il est ce que Michel Foucault aura appelé les hétérotopies. Mais ce n'est pas moins un lieu, et ce n'est pas moins un endroit de société conviviale. Pour commencer, je ne reviens pas en détail sur l'origine et le développement des utopies. J'ai fait par ailleurs, je reprends simplement quelques axes de cette dimension utopique, et notamment son émergence avec Thomas More, bien sûr, Utopos, ce lieu qui n'existe pas. Paradoxe, puisque je vais en utiliser 2, peut-être 3, où justement cela existe. Et cela interroge d'emblée le lieu, à la fois parce que, en effet, ça existe, pas quand Thomas More l'écrit, mais ça existe de manière plus tardive. Et cette interrogation des sociétés conviviales, c'est ne pas s'arrêter à des lieux traditionnels, à des lieux d'espace et géographique, mais comme je l'ai dit, à des endroits de corps ou d'organisation conviviale. Et c'est d'ailleurs pas inintéressant de s'intéresser au corps, puisque le corps en tant que tel est toujours sollicité comme organisation conviviale, si l'on peut dire. De manière très claire, c'est l'usage d'un psychotrope, par exemple, ou des artifices qui peuvent prétendre le convivial, mais au sens, évidemment, vous le comprenez, familial, familier, au sens commun. On va regarder s'il peut avoir une autre optique. Peut-être qu'il peut y avoir des pistes de convivialité corporelle, authentiques et naturelles. Et ça, c'est ce que l'on nomme, avec Foucault, des hétérotopies, d'où le point, on regardera avec le naturisme. Si nous associons société conviviale et utopie, c'est parce que l'utopie, ainsi que le dit Ernest Bloch dans Le principe d'espérance, c'est la volonté qui guide tous les mouvements de libération dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez qu'on touche encore un tout petit peu du doigt, on va creuser ça plus tard, mais un tout petit peu du doigt, la question de la libération, encore une fois, de l'outil. Et là, l'outil que l'on utilise, c'est l'utopie qui libère l'homme, quand la société a tendance, au contraire, à l'aliéner. L'utopie, c'est la visée de promouvoir un objectif politique et social. Autrement dit, essayer de trouver une inspiration. C'est à la fin du XVIIIe siècle que l'utopie est décrite comme, je cite, un plan de gouvernement imaginaire où tout est parfaitement réglé pour le bonheur commun. Toutefois, dès le XIXe siècle, le terme utopie est devenu un idéal, je cite ici le dictionnaire de Lalande, est devenu un idéal politique ou social séduisant, mais irréalisable, dans lequel on ne tient pas compte des faits réels, de la nature de l'homme et des conditions de vie. Autrement dit, l'homme serait tel qu'il est, inchangeable. L'utopie devient non seulement un rêve, mais plus encore quelque chose qui n'est pas même à considérer, que l'on rejette sans prêter attention, sans être proche de la folie. Cela s'associe néanmoins à la déraison. Je cite ici Paul Ricoeur, qui au contraire le condamne, ça. Paul Ricoeur, parce que l'utopie procède d'un saut ailleurs, un nulle part. Elle développe les traits inquiétants qu'il est aisé de déchiffrer dans les expressions littéraires de l'utopie. Tendance à soumettre la réalité au rêve, fixation sur des schémas perfectionnistes. Certains auteurs n'ont pas hésité à comparer la logique développée par l'utopie à celle de la schizophrénie. Logique du tout ou rien, au mépris du travail du temps. Préférence pour le schématisme de l'espace, mépris pour les degrés intermédiaires, et encore absence d'intérêt pour le premier pas à faire dans la direction de l'idéal. Fin de citation de Ricoeur. Cela ne dit rien pour autant de sa possible réalité, dès lors qu'elle peut s'inscrire dans une dimension spatiale ou temporelle. Nul doute que, par exemple, le vote des femmes en France fut qualifié d'utopie, bien qu'il soit devenu une norme. C'est que l'utopie est toujours à la marge. Elle commence à la marge. C'est donc l'anormal. Et l'anormal, parfois l'irréaliste. C'est en ces termes que Karl Mannheim définit l'utopie. C'est le désaccord qu'elle entretient à l'égard de la réalité. Le désaccord de l'accès du droit de vote aux femmes est finalement l'espace qui permet de rendre cela réaliste. C'est le cas chez les Aurovilliens.
ainsi que chez les christianites, que l'on va voir, mais aussi les naturistes. Ainsi, va être considéré comme utopique toute démarche, tout esprit qui s'oppose à l'ordre social réellement existant et qui veille à ébranler cet ordre établi. Il s'agit donc de s'élever contre la topie, selon Mannheim, en formulant l'utopie, ce monde qui n'existe pas, qui dès lors peut entraîner la transformation. Autrement dit, d'une topie, on en formule une forme d'irréalisme qui va effectivement viser la transformation. L'utopie est, on peut dire, un déclencheur, un mouvement vers lequel une proposition nouvelle pourra émerger. Et on comprend d'emblée pourquoi j'associe utopie avec société conviviale. Il s'agit de s'intéresser à l'essence de ce qu'elles apportent. Une autre société peut émerger de l'utopie. Une autre réalité, et c'est ce qu'on appelle une imagination constituante. Une imagination constituante, c'est une façon d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, qui nous semble donc dans l'irréalité. Et cette imagination va constituer quelque chose qui peut ensuite être réalisé. Alors, on peut prendre plusieurs exemples. Une sexualité peut être, pour le monachisme, par exemple, une forme d'ascétisme sexuel, comme ça peut être une communauté sexuelle complètement libérée. J'en prendrai des exemples. Ça peut être une nouvelle manière de consommer. Exemple, l'ascétisme ou la consommation somptuaire. Une nouvelle relation à la propriété, qui peut signifier appropriation directe sans règle. Comme j'en montrerai encore des exemples. Une nouvelle relation au gouvernement du peuple, ça peut signifier une autogestion. Une nouvelle relation à la religion, qui peut signifier athéisme radical ou au contraire développement de festivités culturelles. Je prendrai tout ça en exemple. L'utopie est ce qui apporte le nouveau, l'autre, la perspective qui est inédite. C'est repenser pleinement nos modes de vie, ainsi que le dit Henri Desroches. Je le cite. L'utopie est le mode selon lequel nous repensons radicalement ce que sont famille, consommation, gouvernement, religion. De nulle part jaillit la plus formidable contestation de ce qui est. L'utopie apparaît ainsi en son noyau primitif comme la contrepartie exacte de notre premier concept d'idéologie en tant que fonction de l'intégration sociale. L'utopie, en contrepoint, est la fonction de la subversion sociale. Le point commun des utopies, je le dis ainsi un peu vite, qu'elles soient de Charles Fourier et son phalanstère, la colonie de Condé-sur-Verge, le phalanstère de Scanie en Roumanie, la Réunion au Texas de Considérant, le phalanstère dans le Massachusetts de George Ripley, c'est qu'elles résultent toujours d'une démarche politique à l'égard de la société que l'on souhaite changer, faire disparaître ou reconstruire. Encore plus vrai dans les propositions anarchistes que l'on voit dans les utopies tentées de manière extrêmement concrète, je pense à Bascon, à Vaux, ou la création des milieux libres au début du XXe siècle, qui est d'être autosuffisant pour être indépendant de la société capitaliste montante. Au sein de cette communauté, des communautés du milieu libre, ni la propriété privée n'existe, ni le salariat, et les individus sont toujours censés vivre avec une totale liberté. Le mot d'ordre, vis comme il te plaît. Ces propositions communautaires sont dans une démarche politique nouvelle, qui refuse une position dominante, qui refuse une position hiérarchique, institutionnelle ou relationnelle. Et nous sommes ici pleinement dans une convivialité à la Illich, si l'on peut dire, où l'on retrouve une force démocratique, un refus de l'acceptation d'être dominé. Le premier cas que je vais souligner auprès de vous est celui d'Auroville. Société tant conviviale au sens maintenant où nous l'a compris, au sens d'Illich, où utopie et innovation ainsi que sobriété sont fondamentales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ces oppositions que naturellement on peut voir. J'explique ça depuis février dernier. Le but en 1968 est de créer l'unité humaine. Selon la fondatrice, qui est appelée la mère sur place, Mira Alfassa, qui est d'origine française, s'exprime en ces termes concernant Auroville. Dans ce lieu,
les titres, les situations seraient remplacés par des occasions de servir et d'organiser. Il y serait pourvu aux besoins du corps également pour tous, et la supériorité intellectuelle, morale et spirituelle se traduit dans l'organisation générale, et non par une organisation ou une augmentation des plaisirs et des pouvoirs de la vie, mais par un accroissement des devoirs et des responsabilités. C'est ce que l'on pourrait appeler une société conviviale, selon Illich, et pour l'innovation. Par exemple, il n'y a pas de propriété privée, il n'y a pas de circulation d'argent. Le travail y est vu comme un moyen de gagner sa vie, mais surtout, il est vu pour un moyen de développer à la fois la communauté et se développer soi-même. Autrement dit, avoir un travail n'est pas une fin en soi, c'est simplement un moyen d'accéder à quelque chose d'autre. À titre d'exemple, on devient aurovillien. Quand on devient aurovillien, après quelques années et une certaine cooptation, on accepte le fait que la maison que l'on construit de ses propres mains, avec ses fonds propres, le terrain sur lequel on bâtit sa maison, l'unité commerciale que l'on peut avoir, tout cela appartient à Auroville. Pas de propriété privée. On accepte donc le fait qu'il n'y ait pas d'héritage, pas de salaire, pas de carrière, pas d'appât du gain, pas de position sociale qui puisse être désirable. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur la notion d'absence de hiérarchie possible, l'absence d'avoir au profit de l'être. Auroville possède un fonds central qui a pour but de veiller aux besoins matériels de tous les résidents. Ainsi, chacun reçoit une allocation mensuelle appelée une maintenance. Le système de distribution de nourriture se fait sans échange d'argent, mais avec des contributions en nature. Il y a quelques entreprises présentes à Auroville. Elles versent un pourcentage de leurs bénéfices au fonds central, même si tout ça est théorique, puisqu'elles finalement appartiennent à Auroville en tant que telles. Plus exactement, je cite ici le terme approprié, les organisations sont au service de la conscience divine. Alors, la conscience divine est un concept très flou à Auroville, puisqu'il n'y a pas de religion à proprement parler, mais il y a quelque chose de transcendant, pour le dire un peu vite. Tout cela signifie que les habitants d'Auroville, par leur travail, créent, maintiennent des biens qui ne sont pas les leurs, mais contribuent au bonheur et au bien-être de tous. Concernant la gouvernance, non moins d'innovation, pas de hiérarchie conventionnelle, pour éviter de donner une forme d'autorité à ceux qui pourraient vouloir s'emparer d'un certain pouvoir, seuls les besoins du moment, différents groupes de travail, sont composés où chacun a une responsabilité propre. L'écologie sur place est importante, avec un souci permanent d'essayer toujours d'avoir un écosystème vivant entre à la fois la nature et le biotope. Dès les années 60, quand ils sont arrivés sur place, pour situer, c'est une vingtaine de kilomètres de Pondichéry, une terre ocre, rouge, mais complètement aride, et c'est au prix de développement, de recherche, d'études, d'application de méthodes inédites, autrement dit d'innovation, dans lequel ils ont réussi à restaurer une terre appauvrie, avec des formes d'écoulement d'eau notamment. C'est seulement à partir d'innovation que l'utopie a pu avoir lieu sur place. La forêt tropicale qui était présente à l'origine et qui a été ensuite complètement balayée a pu redevenir possible à Auroville grâce à leur système d'irrigation et leur système d'innovation. Je pense à l'Auroville Earth Institute, qui est une communauté avec de nombreuses innovations. J'en cite quelques-unes, les fameuses briques de terre compactées qui permettent de réaliser des constructions écologiques durables. On parle des années 60 dans leur usage. On parle également dans les années 60 de la plus grande installation solaire photovoltaïque d'Inde qui permet, ce concentrateur solaire, permet notamment de nourrir 1000 personnes par jour en termes de chauffage, en termes de cuisson, une espèce de four géant. Ce centre scientifique de recherche, le Auroville Earth Institute, n'est pas moins dans ses développements propres, biogaz en ferrociment, système de traitement des eaux qui fonctionne avec succès depuis des décennies, mais également d'autres initiatives, Aquadine, qui a mis au point une méthode unique pour la purification et la dynamisation de l'eau, Ecofam, protection hygiénique pour les femmes à moindre coût écologique, EcoDuties, probiotiques, dont l'activité consiste à développer des probiotiques entièrement naturels. Je pourrais
ensuite continuer longuement, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que cette société utopique, communautaire, réussit à articuler à la fois les innovations, à la fois la sobriété, à la fois cette forme de société conviviale possible. À cela s'associe la question relationnelle, car Auroville est une cité qui ne cherche pas moins à repenser les relations entre les êtres humains, et cela se ressent dès l'éducation, à l'école, qui est une colonne vertébrale de cette communauté. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais les écoles s'appellent la school ou hand school, par exemple, parce que l'idée, c'est d'avoir des principes établis où les enseignements ne sont pas donnés par des instructeurs ou des maîtres d'école, mais ce qu'ils appellent des guides, ou les maîtres tels qu'on avait déjà pu voir cela précédemment. Leur travail est de suggérer et non d'imposer. L'enjeu n'est pas de former l'esprit de l'élève, mais lui montrer comment perfectionner ses connaissances en l'encourageant et en l'aidant. Autrement dit, un guide ne transmet pas une connaissance, mais montre comment l'acquérir par lui-même. C'est donc ce premier cas d'Auroville qui est important. Le second est celui de Christiania, où l'utopie d'une société conviviale par l'innovation. Même ordre d'idées, je cite ce cas, je l'expose pour souligner ensuite la possibilité d'articuler nos différentes problématiques. Christiania, au Danemark, est aussi appelée, c'est comme ça qu'ils se sont appelés, la septième merveille des mondes alternatifs. C'est un quartier qui se situe au sein de Copenhague depuis 1971, ou quelques années après Auroville, sur un terrain militaire par une communauté de squatteurs, de militants alternatifs, d'adeptes du mouvement hippie. C'est une zone autogérée, comme Auroville, qui existe toujours, malgré les difficultés pour l'une comme pour l'autre, mais qui ne sont pas liées à leur organisation, mais plutôt de problématiques gouvernementales. En 1971, ils émettent une charte qui est celle-ci. L'objectif de Christiania est de créer une société autogérée, dans laquelle chaque individu se sent responsable du bien-être de la communauté entière. Notre société doit être économiquement autonome et nous ne devons jamais dévier de notre conviction que la misère physique et psychologique peut être évitée. La communauté représente environ 700 personnes. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 3000 à Auroville. Et à Christiania, elle fonctionne selon un modèle de gouvernance qui est basé sur le consensus. Une autorité qui est exercée par une assemblée générale, quelques assemblées locales dans les différents quartiers, quelques entreprises locales comme à Auroville et une gestion des finances. Ces instances gèrent les ressources issues de l'aide sociale, loyers versés par les habitants, des contributions volontaires. Christiania, donc cette forme d'île qui est donc au sein de Copenhague, avec une dizaine de quartiers, les décisions dans la gouvernance sont importantes, elles ne sont, contrairement à Auroville, ne sont jamais prises par vote. Il doit y avoir systématiquement un consensus. La communauté a toujours cherché à vivre en dehors de la société traditionnelle danoise, qui de fait a généré des conflits avec les autorités qui remettent régulièrement en question son existence, et encore aujourd'hui. Que ce soit sur l'usage des terrains, mais aussi des trafics qui peuvent s'y dérouler, plus particulièrement concernant la drogue qui est autorisée sur cet endroit, sur ce quartier spécifique de Christiania. En refusant de se conformer aux institutions pendant plusieurs décennies, ils n'acceptèrent aucune aide sociale, aucune aide au logement, jusqu'à ce qu'ils en trouvent la possibilité d'un terrain d'entente avec la mairie de Copenhague liée à une problématique de terrain que la mairie voulait reprendre. Et finalement, ils se sont dit, on peut utiliser le terrain, mais d'un autre côté, on va contribuer à la société. Alors, c'est intéressant parce que ça a donné quelques porosités. Et notamment, des membres de Christiania se sont présentés aux gouvernements locaux qui entourent Christiania au Danemark, et ils se sont investis dans des représentations politiques, et certains de ces membres siègent au conseil municipal de la ville et même au Parlement. On pense évidemment à Tine Schmedes, très connu dans le monde entier. Probablement que vous avez cette image en tête. C'était une image qui avait fait le tour des réseaux sociaux où une femme est en train de donner le sein au sein du Parlement. On avait dit, regardez, au Parlement, au Danemark, les femmes peuvent venir alors qu'elles sont élues et donner le sein également à leur enfant au sein de l'Assemblée.
Cette femme, en tant que telle, était une femme de Christiania. C'était en 2013. À l'instar d'Auroville, la communauté de Christiania n'a pas pu se développer sans innovation. Je l'ai déjà noté dans la gouvernance, et si celles-ci ne sont toujours pas forcément suffisantes pour une indépendance matérielle totale, dès lors, nombreuses sont les relations économiques avec le monde extérieur. Dans la gouvernance toujours, bon nombre d'innovations. 1. Absence de leader, donc une innovation d'organisation de la gouvernance, ou de communauté représentant l'ensemble de la communauté. Le gouvernement n'a donc, c'est toute la complexité, personne avec qui négocier. Des réunions ont lieu chaque semaine au sein de la communauté pour permettre aux habitants de chaque zone de décider des questions locales, ainsi qu'une assemblée générale hebdomadaire. Cependant, peu de personnes y participent. La réunion la plus importante de son histoire pour décider quoi faire après que le gouvernement ait décidé de fermer l'endroit n'a attiré qu'un tiers des habitants de la communauté. Ils vivent dans une grande configuration et une grande variété de configurations, famille ou seul. À Christiania, au Danemark, il existe un seul collectif de repas où les membres vivent séparément, mais prennent chacun leur tour pour acheter et préparer le dîner. Outre l'innovation d'organisation dans cette communauté utopique, 3 axes peuvent être mentionnés, toujours comme type d'innovation. 1. L'innovation sociale, quand on parle d'inclusion, une des priorités a été l'inclusion des marginaux, notamment des anciens prisonniers, également des sans domicile fixe sur place. C'est également le partage des ressources et contraintes, gestion collective des infrastructures, comme le système d'égout de la communauté, le recyclage des déchets, porté par une gestion collective, c'est la mise en œuvre de jardins d'enfants, boulangeries, saunas, fabriques de vélos, imprimeries, radios libres. Dans cette innovation sociale, qui sont finalement, on peut le dire parfois, des innovations plus classiques de services, on retrouve également des innovations autour de systèmes d'énergie renouvelable, agriculture urbaine, compostage. Toutefois, si je les range ici dans l'innovation sociale, c'est parce qu'elles servent un but précis. À Christiania, elles ont toutes une fin en elles-mêmes. Pour le christianite, ce n'est qu'un moyen pour se chauffer, pour se nourrir. Il ne peut pas y avoir une commercialisation derrière cette organisation proposée. Et c'est en cela que l'on peut encore une fois parler de société conviviale, comme Illich le souligne. C'est-à-dire à partir d'un outil qui n'est pas dominant, mais qui est utilisé. L'innovation économique est à souligner, en ayant toujours à l'esprit que l'enjeu de Christiania est toujours d'être autosuffisant, ainsi que Auroville, comme je l'ai noté tout à l'heure, pouvait le souhaiter. Certains collectifs d'habitation partagent des ressources, tandis que d'autres fonctionnent sans but lucratif, parfois sans rémunération. Même chose, même principe qu'à Auroville, il ne peut pas y avoir de propriété privée sur place. Elle n'est pas présente et il faut se conformer à une règle spécifique qui est que 3 mois d'un logement vacant est automatiquement attribué à quelqu'un d'autre, sachant que l'immobilier, les commerces fonctionnent tous sous un modèle coopératif avec des systèmes de troc, d'économie, formels ou informels, et notamment la fameuse Pusher Street, qui est le lieu d'échange de la drogue qui est autorisé d'une certaine manière à cet endroit de Christiania. Innovation culturelle, enfin, est clé, avec une forte création artistique, mais aussi des espaces de vie uniques. Habitat autoconstruit et écologique, de la même manière que je dirais presque son pendant en Inde que j'ai souligné, des constructions avec des matériaux originaux, des constructions avec une architecture unique et imaginative, emblématique, la fameuse pyramide en matériaux recyclés, la maison banane sur place, les dômes géodésiques, des constructions poétiques qui se trouvent sur place. On s'aperçoit bien qu'avec Christiania, mais pas moins qu'avec Auroville, qu'une société conviviale est, comme le dit Ivan Illich, que je recite, est une société où l'outil moderne est au service de la personne intégrée à la collectivité et non au service d'un corps de spécialistes. Il y a bien des outils dans ces communautés, il y a bien des innovations, mais celles-ci sont toujours destinées à donner à l'individu, je cite encore Illich pour y faire référence en fonction des propositions, la possibilité d'exercer l'action la plus autonome et la plus créative.
à l'aide d'outils non moins contrôlables par autrui. La productivité se conjugue, je l'ai dit tout à l'heure, en termes d'avoir, la convivialité en termes d'être. Ces initiatives sont des innovations qui sont destinées à inspirer, ainsi que le ministre en 81 du Danemark l'exprimait. Et vous comprenez, quand j'exprimais au tout début dans mon introduction l'idée que cela peut être des inspirations en regardant les phénomènes tels qu'ils se donnent à notre conscience, pour reprendre la phénoménologie de Husserl, eh bien, le ministre du Danemark dit, 81, dans toutes les grandes villes, il existe des zones avec de sérieux problèmes. Au Danemark, nous avons généralement essayé de les résoudre par la législation, soutenue par des institutions officielles. Système classique. Je continue la citation. À Christiania, les habitants répondent directement aux problèmes d'une personne à l'autre. Vous vous souvenez, comme je le disais tout à l'heure, quand la voiture individuelle, le téléphone, l'ordinateur étaient des outils qui aliénaient, ici, c'est bien l'inverse. En prenant soin des autres. C'est une réaction contre les travailleurs socio-professionnels et j'espère que les aspects positifs de Christiania se propageront à d'autres endroits et viendront compléter le travail des travailleurs sociaux et des institutions professionnelles. Les positions institutionnelles depuis 81 ont malheureusement bien changé, tant au Danemark qu'à Auroville en ce moment, avec la mainmise que souhaite Modi sur Auroville. Ces deux illustrations permettent de lire une articulation entre société conviviale et innovation. D'un côté, nous avons un renforcement des liens communautaires, proposant un modèle de sobriété volontaire et de vie simple, inclusion également de populations dites marginalisées. D'un autre, nous avons des innovations tant sociales que culturelles et économiques, que ce soit avec Auroville et Christiania. On s'aperçoit que les idéaux de sobriété et de communauté peuvent inspirer des réponses aux crises écologiques et sociales contemporaines, et c'est d'ailleurs ce qui explique les tensions entre expérimentation sociale et adaptation aux structures dominantes, qui vont évidemment refuser cela. Mon dernier point, mon dernier cas, comme je l'ai dit, des utopies des sociétés conviviales, qui sont toutes tournées vers un désir de sobriété, s'appuie toujours sur bon nombre d'innovations, des perspectives intéressantes dans une approche phénoménologique. Et à chaque fois, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de montrer ici, avec deux lieux géographiques. Mais le troisième lieu que je souhaite souligner est donc, comme je disais en introduction, celui du corps. C'est pourquoi je soulignais tout à l'heure chez Foucault la question de l'hétérotopie, qui, je rappelle sa définition, désigne des espaces autres, comme il y avait, avec l'utopie, des espaces autres géographiques, utopos. Là, les espaces autres, ce sont des lieux qui existent en marge, en opposition des espaces conventionnels. C'est le cas pour les deux communautés, mais c'est non moins vrai avec la question du corps. Et c'est ce pourquoi, dans ce troisième moment, je tente de regarder cette question du naturisme. Que l'on puisse dire que le naturisme soit un pilier des sociétés conviviales n'est en rien surprenant. Ivan Illich ne l'évoque pas directement, mais s'intéresse particulièrement au corps, à sa réappropriation du corps à partir du corps santé, notamment dans son essai Némésis, qu'il conclut par cette phrase importante. La lutte politique dans la médecine pour la liberté de l'information, pour la liberté de l'exercice des soins et pour la libre disposition de son corps qui pourra jouer le rôle d'étincelle, déclenchant un processus général de libération dans d'autres domaines où l'expansion du système hétéronome a également atteint des niveaux morbides. Autrement dit, si on comprend bien la phrase d'Illich, si nous réussissons à nous réapproprier le corps dans l'exercice des soins, nous pouvons réapproprier également notre existence dans un sens bien plus large. C'est pourquoi le naturisme nous intéresse, car il est lui-même dans une réappropriation. C'est d'ailleurs l'un des lieux, le corps en tant que tel, est le lieu de l'outil ou de l'expression d'une société conviviale. Quand Illich nous dit qu'une société conviviale, c'est l'endroit où l'outil moderne est au service de la personne intégrée et non un corps de spécialistes, c'est exactement ce qui se joue avec le naturisme. Car le corps nu est confisqué par la société de consommation. Il est confisqué par la mode, il est confisqué par la santé,
il est confisqué par la médecine, il est confisqué par l'architecture, par la salle de bain qui est fermée, par la chambre qui est fermée. Le corps est toujours confisqué selon des normes qui lui est imposées. Taille, poids, forme. Il est relégué à se cacher sous des objets techniques. L'exemple criant, ce sont les filtres que l'on utilise dans les réseaux sociaux. Le corps est toujours caché, il est défait des injonctions si le corps retrouve sa place dans une société conviviale, ainsi d'ailleurs qu'il est exposé, on peut dire comme ça, dans le jardin d'Éden. Cela s'explique par l'idée du paradis terrestre, implique de vivre nu en harmonie avec la nature. Nous pouvons dire qu'il y a deux aspects du naturisme. L'un médical, ou tout du moins hygiéniste, et l'autre philosophique, c'est-à-dire comme un mode de vie. Dans les deux cas, c'est un clair retour à la sobriété et à la responsabilité d'ailleurs de son corps, de soi plus généralement. Je reprends l'exemple de Christiania sur le corps. Là, je cite ici parmi la charte de Christiania. Les gens ont besoin d'en apprendre un peu plus sur leur corps. Et la société a besoin de médecins de rue. Pas des personnes ayant suivi des années de formation, mais des personnes qui travaillent comme nous, avec quelques connaissances en herboristerie. Chaque rue devrait avoir une maison de la santé, une structure située entre le cabinet médical et l'hôpital, pour ainsi dire. La pratique que nous avons développée dans la maison de santé, donc à Christiania, pourrait être facilement reproduite à l'échelle de la société. Beaucoup de personnes, y compris des médecins de Copenhague, ont manifesté un grand intérêt pour notre travail ici. Nous recevons même quelques patients de Copenhague qui viennent nous voir pour se faire soigner. Je reviens sur le naturisme. La première fois que le terme apparaît, fin du XVIIIe siècle, avec Théophile de Bordeaux, médecin, philosophe, et quelques années plus tard, avec Planchon, qui utilise ce terme dans son ouvrage « Naturisme », qui est pour la première fois publié en 1776. Influencés par Hippocrate, les médecins naturistes français mettent l'accent sur l'observation des forces vitales internes dans le traitement des maladies. Si on remonte bien plus loin, les sages nus, les gymnosophistes, dont l'influence d'Inde est établie à moins 300 avant Jésus-Christ, et bien avant dans le génisme en moins 900, également où se trouvent les moines Digiramba, et Digiramba signifie être vêtu d'espace. Autrement dit, c'est l'espace qui m'habille. Donc nu. De Jean-Jacques Rousseau, bien plus récent si l'on peut dire, mais toujours au XVIIIe siècle, à Henri David Thoreau, en passant par Feuerbach, Emerson, Fourier, important pour l'utopie, la recherche d'une existence sans vêtements, qui d'une certaine manière, il y a toujours un sous-jacent qui est sans industrie, est celle d'un monde à l'état de nature. C'est le bon sauvage que décrit Rousseau, qui mène une vie simple, régulée par une vitalité instinctive. Élisée Reclus, autant anarchiste que végétarien, a joué également un rôle clé dans la promotion du naturisme français. Héritier des pratiques allemandes du mouvement dit de la réforme de la vie, il inspira la fameuse communauté suisse de Monte Verita au tout début des années 90. À l'instar de ce que fut Élisée Reclus, il faut dire que le naturalisme s'associe naturellement, et je vais pondérer cela, au végétarisme. Toutefois, pour conclure cet aspect-là, sur le naturisme, il forge véritablement une société conviviale à partir du corps. Et cela s'est harmonisé dans des lieux concrets, réappropriés, innovants. Alors, je cite quelques-uns, c'est les fameux clubs gymniques de France en 1927, sur des îles, Héliopolis, l'île du Levant en 1930, où il s'agit alors de présenter une alternative à la concentration urbaine, et cela passe par les premières hôtelleries de plein air, des innovations d'architecture moderne, avec des toits-terrasses propices aux bains de soleil, les cabanons de Physiolopolis à Villaines-sur-Seine en 1928, la cité radieuse de Le Corbusier en 1947, la station de ski des Arcs en 1967 et Héliopolis au Cap d'Agde en 1975. Je le disais à l'instant, la question du naturisme et l'usage du corps par le végétarisme ne sont pas étrangers, et notamment dans l'élaboration de sociétés conviviales. Et les deux se lisent, l'un et l'autre, avec les questions de naturisme. Il prend
le végétarisme également une source chez les philosophes antiques, notamment les pythagoriciens. Pythagore lui-même, relayé par Plutarque, dit qu'il ne prenait aucune part à la destruction des animaux, ce qui est normal dans sa philosophie, puisqu'il pensait à la métempsychose, c'est-à-dire la transmigration des âmes. Platon le rapporte dans le Phédon, je cite ici Platon, « Les disciples de Pythagore s'abstiennent de la chair des bêtes, convaincus que l'âme humaine peut renaître en tout être vivant. » Plus tard, et c'est très important, le néoplatonicien Porphyre développa ce principe dans son traité de l'abstinence de la nourriture animale. Il affirme, je cite ici Porphyre, « L'âme pure et distincte ne doit pas souiller son essence par la consommation de la chair. » Enfin, Plutarque dénonce l'inhumanité de faire couler le sang d'insensibles. Nous sommes les gardiens des animaux et non leurs bourreaux. Ainsi, de Pythagore à Porphyre, en passant par Plutarque, l'Antiquité gréco-romaine offre une série de réflexions prônant l'abstinence carnée, au nom de la justice envers les êtres vivants, de la pureté de l'âme. Pour le dire autrement, si vous suivez bien le propos que je nomme depuis le début, eh bien, l'outil animal est ici remis en cause. L'outil animal ne peut être associé à une société conviviale, comme Illich le dit. Dans l'espace contemporain, le végétarisme, lui, va prendre plus de pied dans les années 20, quand se développe la sophistication de la société de consommation. Le végétarisme, comme le naturisme, s'inscrivent dans une quête d'auto-santé au sein de communautés anarchistes, établies, je l'ai dit tout à l'heure, mais un peu en Angleterre, Espagne, France. Et on trouve des initiatives marquantes, notamment celle que j'ai précédemment citée, la Clairière de Vaux, 1902-1904, fondée par la féministe Sophie Zajkowska, à Essômes-sur-Marne dans l'Aisne, la colonie naturiste de la Terre libérée en 1923 par Louis Rimbaud, dans l'Indre-et-Loire, ou encore le Centre naturalien d'Échevenex dans l'Ain. Ces milieux libres, d'inspiration libertaire, socialiste, anticapitaliste, rejettent l'exploitation industrielle et l'exploitation animale et prônent un mode de vie alternatif, en harmonie entre corps et nature. Rimbaud, d'ailleurs, non pas le poète, mais Louis Rimbaud, celui qui développe ces communautés, applique ce principe dans l'infinie variété végétale alimentaire. Il appelle ça la Basconnaise. Il avait fondé sa communauté à Bascon. Bascon et Vaud, je ne rentre pas dans le détail, mais Lénine était passé par Paris, avait entendu parler de ces communautés qui sont en direction de Château-Thierry, pour ceux qui voient où c'est, une centaine de kilomètres. Lénine comprend ça, il prend son vélo et y va pour aller voir ces communautés, comment ça fonctionnait. Je reviens sur ma partie végétale. La Basconnaise, donc de Bascon, ce tout petit village, était une salade faite de 34 variétés potagères. Et Sophie Zajkowska et Georges Buteau suivent les principes de ce Rimbaud. Le végétalisme, alors, n'est pas une prescription hygiéniste, il entraîne une révolution économique et morale. Dans un élan que l'on retrouverait facilement dans la philosophie cynique, qu'on avait déjà précédemment vue, il est promu que la simplicité des besoins du végétalien donne une indépendance économique et la puissance sur soi-même. Le régime végétalien est le moyen pour l'individu de s'émanciper de la société traditionnelle. Et le végétalisme permet, c'est une des rares fois, à la colonie de Bascon d'atteindre l'autosuffisance que les milieux libres n'ont pas réussi à obtenir avant. Végétarisme et naturisme partagent des affinités historiques et philosophiques, même si leurs pratiques actuelles sont désormais perçues comme indépendantes. Le naturisme, axé sur la nudité collective dans des espaces dédiés, n'implique pas nécessairement un régime végétarien et vice-versa. Même si les deux mouvements partagent des valeurs telles que le respect du vivant, la sobriété et la quête d'une vie saine, pour comprendre le lien, il faut remonter aux origines avec les Lumières au XVIIIe siècle. À cette époque, la perception du corps humain évolue sur une révolution culturelle et scientifique, cherchant à établir des modes de vie conformes aux lois de la nature. Cette pensée influente à la fois les premiers débats sur l'alimentation végétale et le développement d'une médecine dite naturiste, fondée sur une approche holistique du corps. Ainsi, l'articulation entre naturisme et végétarisme
se lie dans l'innovation et permet d'établir une société conviviale. On voit bien d'où l'on part, cette société de naturisme qui va ensuite nous nourrir. Et je fais une toute petite parenthèse ici. À l'époque des Lumières, on voit émerger une réflexion scientifique sur l'alimentation. Deux médecins, notamment Antonio Cauchy et Jean-Baptiste Pressavin, défendent un régime végétarien, arguant que le corps humain est mieux adapté à une alimentation végétale. Ce régime est lié à une hygiène de vie globale, qui inclut sommeil, exercice, environnement domestique. Parallèlement, la médecine naturiste rejette les pratiques médicales classiques, notamment à l'époque les saignées, au profit de traitements basés sur les forces naturelles du corps. Ce naturisme médical, bien que précurseur, décline avec l'avènement de la médecine scientifique du XIXe siècle, tout en restant influent dans des courants critiques de cette scientification. Fin du XIXe, l'industrialisation, l'urbanisation alimentent une crainte de dégénérescence. En réponse, des mouvements prônent un retour à la nature. En France, la Société végétarienne de France, créée en 1899, va militer pour une alimentation végétarienne, une hygiène stricte et le recours aux médecines naturelles. Elle regroupe des figures comme Paul Carton, un médecin naturiste influent. Ce contexte voit l'apparition d'un courant végétaro-naturiste qui associe à la fois le régime végétarien et les modes de vie globaux. C'est en Allemagne que cela va se développer de manière importante, avec le mouvement que j'ai cité tout à l'heure pour la réforme de la vie, qui intègre des cultures de nudité, valorisées pour les vertus hygiéniques et rejet du matérialisme. Toute cette dimension-là fait qu'avec le temps, néanmoins, le végétarisme et le naturisme se séparent. Le végétarisme reste un choix alimentaire et éthique, tandis que le naturisme devient une pratique hédoniste axée sur le bien-être personnel. Les deux mouvements, autrefois liés par une ambition de transformation globale des modes de vie, suivent des trajectoires distinctes. Si végétarisme et naturisme ont des résonances, c'est parce qu'il y a la recherche d'un mode de vie différent, en harmonie avec les cycles de la nature, avec la nudité, la crudité végétarienne. C'est l'attention portée aux médecines dites alternatives, à l'alimentation non transformée. À l'évidence, la sobriété est érigée en valeur, et c'est à défendre pour ces modes de vie qui cherchent à préserver les ressources naturelles de la planète, veiller à l'autosuffisance alimentaire, au moins au respect du vivant et la promotion des agricultures locales. Et la convivialité n'est pas moins vraie, dans son sens commun bien sûr, car systématiquement, le naturisme se vit en communauté. Les naturistes désirent de partager des expériences sociales, quels que soient les corps, les sexes, les sexualités, tous nus, donc tous égaux. C'est montrer sa sobriété, le naturisme. Celle-ci n'est pas qu'une production ou une posture intérieure. Elle est extériorité, je dois le montrer. Cela s'observe, on reconnaît une personne qui est dans cette sobriété-là, et celle-ci, par son extériorité, favorise le développement, la contagion de la sobriété comme mode de vie. J'en arrive à la fin de ma partie. Beaucoup d'autres sociétés conviviales auraient pu être citées, au-delà d'Auroville, au-delà de Christiania, ou cette approche du naturisme, pour illustrer nos propos. Tamara au Portugal, où justement la question du corps est très importante, et de la sexualité également. Finord également en Écosse, où il n'est pas moins fait de cas d'innovation, que ce soit dans l'agriculture biologique, que ce soit dans la permaculture, que ce soit dans la cultivation des sols pauvres, les maisons écologiques, les toits végétalisés, l'utilisation de l'éolien, de la biomasse pour minimiser l'empreinte carbone. Finord est une société de la même manière que Christiania ou Auroville, dans lesquelles l'innovation se lie avec la sobriété et se lie avec la notion de convivialité. Et de la même manière, il est à regarder ces phénomènes. Auroville, Christiania, le naturisme sont à regarder avec l'approche de Husserl, dont j'ai parlé tout à l'heure, pour que l'on regarde de manière brute, comme le réclamait le phénoménologue. La phénoménologie, c'est le retour aux choses mêmes. Il semble bien que ce soit là où nous emmènent les trois propositions. Un retour aux choses mêmes par un mode d'existence qui est du dépouillement, de la sobriété, par un retour aux choses mêmes
par un appel et une réponse à la spiritualité. Les acteurs de ces communautés ont compris qu'établir une société conviviale, c'est faire usage de l'outil, que l'outil ne soit jamais le dominant. Et à ce titre, il a fallu pour eux, comme la phénoménologie l'exige, à suspendre les préjugés, les constructions théoriques, pour accéder à une compréhension directe et intuitive des expériences. Pour le dire autrement, et ainsi que nous l'avons rappelé en introduction, la phénoménologie nécessite de mettre entre parenthèses nos croyances sur l'existence du monde extérieur, ainsi qu'il peut nous être donné, vendu, proposé globalement par les organisations capitalistes. Et si toute conscience est conscience de quelque chose, il s'agit de s'interroger sur la conscience que l'on offre à la conscience. La conscience que l'on offre à la conscience. Autrement dit, nous cherchons avec les communautés, comme celle que j'ai citée ce soir, à détourner notre regard productiviste, d'efficacité ou de performance, pour offrir un regard nouveau sur le monde, une intentionnalité, si l'on ose le dire de cette manière-là, avec une essence qui serait celle de l'idée d'homme. Un homme nu, au sens propre comme au figuré, un homme qui se nourrit d'une certaine manière comme on l'a défini ce soir, qui n'est pas attentiste, mais qui est finalement le Zarathustra qui descend de sa montagne. Pour conclure, nous avons donc exploré dans cette partie l'idée de société conviviale, enrichie d'une démarche phénoménologique visant rapidement à comprendre leur essence. En nous appuyant sur Ivan Illich, on voit que la société conviviale repose toujours sur des outils, repose toujours sur de l'innovation, mais au service des individus, des communautés, sans aliéner leur liberté. L'outil devient un vecteur d'émancipation et de coopération, contrairement à une société dominée par l'hypertechnologie qui, comme on l'a dit, promeut la liberté tout en nous la confisquant. À travers les 3 cas que l'on a vus ce soir, nous avons observé comment ces communautés réinventent des liens au sein de la communauté, des liens à l'extérieur où il y a une extériorité quand on pense aux naturistes. Ces initiatives prouvent que des modes de vie alternatifs, parfois qualifiés d'utopiques, autant sont des laboratoires où s'expérimentent des réponses à la crise écologique, sociale et humaine. La phénoménologie nous invite à revenir aux choses mêmes, c'est-à-dire à suspendre nos croyances pour voir le monde tel qu'il apparaît. Ainsi, ces sociétés conviviales nous donnent à percevoir une intentionnalité nouvelle. Un monde où la sobriété, la proximité et le partage remplacent la domination des outils et la course à la croissance. Il s'agit d'un retour à l'essentiel où l'homme, dans son dépouillement, sa créativité, sa liberté, devient l'acteur de son propre devenir. J'en ai fini pour ma partie et je le dis d'emblée, il nous faudra pour terminer l'année, pour notre 6e séminaire, la fois prochaine, conclure notre année avec une dernière séance où ces communautés abordent l'existence comme une véritable société conviviale, qui veut dire que la sobriété pourrait être un mode de vie. Et cette société comme mode de vie nous sort des sociétés conviviales, telles que je l'ai mentionné ce soir, pour essayer justement de les mettre en perspective dans notre société dite de tous les jours ou de l'homme du commun. Et ça, ce sera évidemment la prochaine fois. J'en ai fini pour ma première partie. Pour notre deuxième partie, nous avons la chance, comme je vous l'ai annoncé, de recevoir ce soir Valérie Masson-Delmotte. Je présente rapidement, s'il le fallait, paléoclimatologue, directrice de recherche au CEA, ingénieure diplômée de l'École centrale Paris, thèse en physique des fluides, des transferts, portant sur la simulation du climat et de l'Holocène, moyen à l'aide de modèles de circulation générale de l'atmosphère. Au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement du CEA, Valérie devient directrice de recherche en 2008. Ses travaux associent l'étude des climats passés, glaces polaires, cernes d'arbres, à la modélisation pour mieux comprendre et prévoir l'évolution du système climatique. Valérie était plutôt dans l'ombre pendant très longtemps et puis est devenue auteure de nombreux chapitres, notamment en rapportant les travaux du GIEC depuis le 4e cycle,
où elle a été élue coprésidente pour le 6e rapport d'évaluation 2015-2023, nommée également membre du Haut Conseil pour le climat et de l'Académie des technologies. C'est un plaisir et un honneur, Valérie, de vous recevoir ici. Je vous laisse tout de suite la place. Merci beaucoup de cette invitation dans ce séminaire de philosophie. Alors tout d'abord, vous excuserez mon regard de physicienne sur ces questions. Et je vais donc poser un regard ancré dans les sciences du climat et le changement climatique par rapport aux deux thèmes qui vous intéressent, innovation et sobriété. Alors, comme point de départ, je vais faire référence aux travaux scientifiques qui permettent de suivre et de comprendre à la fois l'état du climat, son évolution et l'influence humaine sur celui-ci. Donc, historiquement, les bases scientifiques de ces travaux remontent à plusieurs siècles. La compréhension du fonctionnement de l'atmosphère, le suivi de l'évolution de la température au-dessus des continents, puis au-dessus de l'océan, puis depuis l'espace, le suivi de la composition atmosphérique, le développement d'outils de modélisation, les modèles de climat, qui, en fait, pour un système complexe, qui produit sa propre variabilité, qui réagit à des facteurs naturels et à tout facteur qui perturbe en fait les échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace. Donc ces modèles de climat, ils permettent en fait de comprendre les grandes variations passées, ils permettent de comprendre les causes des changements actuels, et puis ensuite ils sont des outils qui permettent d'explorer les évolutions futures. Une des applications de ces modèles de climat, c'est ce qu'on appelle l'attribution, c'est-à-dire par rapport aux changements observés, arriver à discerner notamment le poids de l'influence humaine par rapport aux changements observés. Donc, cela fait partie des évaluations, donc les connaissances scientifiques sous-jacentes produites dans chaque rapport du GIEC sur la base des travaux scientifiques eux-mêmes déjà publiés. Et ce à quoi je vais faire référence maintenant, c'est un travail de recherche qui est actuellement en cours de relecture et qui réactualise jusqu'à fin 2024 cette évaluation de l'état du climat et de l'influence humaine. Donc si l'on regarde le réchauffement observé à la surface de la Terre, il se poursuit rapidement. Il a atteint un nouveau record l'année 2024, première année pour laquelle la température à la surface de la Terre a dépassé 1,5 degré au-dessus du niveau pré-industriel qu'on estime par rapport aux données qui démarrent en 1850-1900. Donc un réchauffement à un rythme rapide. Ensuite, ce que l'on peut également évaluer, ce sont les facteurs qui perturbent le bilan d'énergie de la Terre, donc l'activité du Soleil, l'activité des volcans, qui en fait ne contribuent en rien à l'accumulation de chaleur dans le système climatique sur le long terme. Ils peuvent produire des fluctuations sur des échelles de temps courtes, mais n'expliquent rien du réchauffement observé. Et si l'on prend le réchauffement observé, qui sur les derniers 10 ans est estimé à 1,24 degrés, ces travaux d'attribution donc, qui vont confronter les observations finalement à l'empreinte théorique modélisée de chaque facteur sur l'évolution du climat. La conclusion de ces analyses est que l'intégralité du réchauffement observé, 1,23 degrés par rapport à 1,24 degrés, est attribuable aux conséquences des activités humaines. Alors, quelles sont celles-ci ? Ce qui contribue le plus à émettre des gaz à effet de serre avec leur effet réchauffant, c'est la production d'énergie dans le monde, et notamment donc, l'utilisation d'énergie fossile, qui pèse pour environ 70% de l'effet de serre des émissions de gaz à effet de serre de l'humanité. D'autres facteurs jouent également, notamment les changements d'affectation des terres, les modes de production alimentaire qui contribuent à émettre différents profils de gaz à effet de serre, ainsi que des processus industriels spécifiques, des composés, par exemple, utilisés dans les systèmes de refroidissement, et qui sont aussi, en fait, lorsqu'ils fuient dans l'atmosphère, des gaz à effet de serre très puissants. Alors, si on reprend la réflexion innovation-sobriété, donc par rapport à l'influence humaine sur le climat, déterminée essentiellement par les rejets de gaz à effet de serre,
mais aussi par les particules de pollution qui résultent des mêmes activités. On peut également souligner qu'un certain nombre de politiques publiques qui visent à améliorer la qualité de l'air ont permis d'éviter d'émettre des particules de pollution, notamment en Europe, en Amérique du Nord ou en Chine. Et ces particules de pollution, elles ont un effet refroidissant qui masque une partie de l'effet réchauffant des gaz à effet de serre. Et sur les derniers 10 ans, moins de particules de pollution, tant mieux pour notre santé, tant mieux pour la qualité de l'air. Mais finalement, on perd un petit effet parasol. Et donc ce facteur lié aux activités humaines joue dans le même sens que les émissions toujours croissantes de gaz à effet de serre. Les deux facteurs jouent dans le même sens. Et au final, on a un rythme de réchauffement au niveau planétaire encore plus élevé sur la dernière décennie qu'auparavant. Et puis, si l'on revient à une réflexion fondamentale sur ce qui est à l'origine de ces émissions de gaz à effet de serre, ce sont des pratiques non soutenables. C'est de l'utilisation d'énergies fossiles, dont on enlève des ressources qui ne se renouvellent qu'à une échelle de temps extrêmement longue. C'est des pratiques d'utilisation des terres qui détruisent des écosystèmes. Ce sont des modes de production et de consommation non soutenables. Et on peut également regarder, en fonction par exemple des différents pays du monde, qui est le plus responsable du réchauffement actuel. Et on peut voir que le premier responsable historique du réchauffement actuel, par le profil des émissions historiques de gaz à effet de serre, ce sont les États-Unis. Et puis ensuite, à peu près à part égale, la Chine et l'Union européenne. Et puis ensuite, on a d'autres grands pays développés et émergents. Et enfin, ce qui est très frappant, c'est que les pays les moins avancés ne représentent quasiment rien, en fait, par rapport à leurs émissions historiques et actuelles de gaz à effet de serre et par rapport au réchauffement, alors qu'ils concentrent les plus grandes vulnérabilités. Et donc, on voit bien ces enjeux de justice climatique qui font que ceux qui ont le moins contribué historiquement, ceux qui ont souvent les plus grandes contraintes par rapport à l'accès à des services de base, eau, énergie, santé, éducation, sont exposés de manière disproportionnée aux conséquences de ce climat qui change. Ce sont des pays finalement où on peut aussi considérer que la pauvreté, l'immense pauvreté et ses raisons historiques et actuelles conduisent à une sobriété contrainte. Donc, sobriété contrainte, manque de moyens d'action, forte vulnérabilité, et cela contribue à ces enjeux d'injustice climatique qui peuvent prendre de multiples formes. On peut aussi le regarder par catégorie de population. Et si on regarde le réchauffement depuis les années 90, qui s'est produit à un rythme très élevé, le début d'ailleurs de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, 2/3 de ce réchauffement est attribuable à la consommation et aux investissements des 10% des personnes les plus aisées dans le monde. Beaucoup d'ailleurs aux États-Unis, et en Europe et en Chine. Et à l'inverse, si dans le monde, chacun avait eu un style de vie finalement, aussi peu émetteur, aussi sobre que la moitié de la population mondiale la plus pauvre, en fait, il n'y aurait pas eu de réchauffement. Donc on voit bien en fait les multiples dimensions d'inégalité, de responsabilité, de vulnérabilité. Et puis ce qui est également remarquable, c'est que dans le monde, on a la France et comme 21 autres pays dans le monde, dont les émissions de gaz à effet de serre diminuent. Elles diminuent parfois depuis les années 70 par rapport à l'évolution du mix énergétique en France suite au choc pétrolier. Elles diminuent en Europe depuis les années 90, elles diminuent aux États-Unis depuis 2005. Et puis un fait un peu nouveau, les émissions de la Chine qui ont tiré à la hausse les émissions mondiales, usines du monde, industrialisation au charbon, très émetteur. Les émissions de la Chine augmentent de plus en plus lentement, n'ont quasiment pas augmenté entre mars de l'année dernière et décembre de l'année dernière. Et donc au final, malgré des situations très contrastées selon le niveau de développement, pays émergents avec des émissions qui augmentent, pays en développement avec des émissions faibles mais qui augmentent, le rythme de hausse des émissions mondiales de gaz à effet de serre, notamment liées au CO2 fossile, a ralenti sur la dernière décennie. On peut aussi souligner que le rythme des émissions liées à la déforestation nette a ralenti sur la dernière décennie. Et qu'est-ce qui en fait explique ce ralentissement d'émissions ou, pays par pays, des émissions qui diminuent ? En fait, c'est l'effet de politique publique dont on peut analyser, politique publique par politique publique, pays par pays, secteur par secteur, ce qui fonctionne.
Et on estime que ces politiques publiques ont permis d'éviter d'émettre, pour 40 milliards de tonnes de CO2 par année, de l'ordre de 4 à 8 milliards de tonnes, donc tout à fait significatif. Et elles sont essentiellement le fruit de politiques publiques ciblant deux approches. Le déploiement d'innovations technologiques, donc répondre à un besoin tout en émettant moins de gaz à effet de serre, ou des actions qui portent sur la maîtrise de la demande, essentiellement des politiques publiques d'efficacité, c'est-à-dire répondre de manière plus performante à un certain besoin de confort dans un bâtiment plus performant, de mobilité dans un véhicule plus performant, etc. Donc les politiques publiques d'innovation et d'efficacité, on le voit en termes mondiaux, portent leurs fruits et permettent d'éviter d'émettre des gaz à effet de serre. Et donc si on reprend en fait les politiques publiques actuellement mises en œuvre dans le monde, et puis qu'on extrapole ce rythme d'action, pas plus, si on ne fait pas l'hypothèse que les promesses faites dans le cadre de l'accord de Paris se réalisent, juste les politiques publiques déjà mises en œuvre, eh bien ça nous conduirait à franchir les objectifs de l'accord de Paris, limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, l'aspiration à le contenir à 1,5 degré, assez rapidement. Donc on s'attend dans tous les cas à dépasser un niveau de réchauffement planétaire d'1,5 degré au début de la prochaine décennie, probablement. Pas seulement une année, comme l'année dernière, mais une année sur 2, ce qui veut dire que ce niveau de réchauffement au sens climat serait atteint. On s'attend à dépasser un niveau de réchauffement planétaire de 2 degrés vers 2050 et vers 3 degrés en fin de siècle avec une large plage d'incertitude. Cette plage d'incertitude, en fait, elle provient de la manière dont on peut extrapoler les politiques publiques déjà mises en œuvre, leur rythme. C'est associé à pas mal d'hypothèses, en fait. Et puis, elle dépend également de la réponse du climat, qui est associée à une plage d'incertitude, du fait des boucles de rétroaction, qui sont représentées de manière diversifiée dans nos outils de modélisation, donc avec cette plage d'incertitude. Puis également une plage d'incertitude liée aux effets du changement climatique sur le vivant, et notamment sur la capacité de l'océan, de la végétation, des sols, à continuer à absorber chaque année quasiment la moitié de nos émissions de CO2. Donc on voit déjà en France, par exemple, une augmentation de la mortalité des arbres, des dépérissements de forêt. On a perdu la moitié de notre puits de carbone géré en 10 ans. On a vu des incendies à grande échelle, notamment au Canada par exemple, qui sapent en fait le stockage de carbone à long terme par la végétation. Et donc cela fait partie de nos sources d'incertitude. Mais disons que souvent on considère que l'effort actuel à ce rythme-là, s'il était maintenu en gros, conduirait vers 3 degrés de réchauffement d'ici à 2100, c'est-à-dire en fait sortir complètement de la plage des variations climatiques des derniers millions d'années, ceux qui ont été associés à l'émergence de l'espèce humaine moderne, ceux qui ont façonné nos écosystèmes et leur capacité aussi d'acclimatation. Pour trouver un réchauffement de plus de 3 degrés, il faut remonter à la période chaude du Pliocène, que les géologues aiment beaucoup, il y a plus de 3 millions d'années, et qui nous donne empiriquement aussi des caractéristiques de ce qu'est un climat avec un niveau élevé de gaz à effet de serre, moins de glace, un niveau de la mer plus élevé, etc. Alors en fait, je ne vais pas vous faire le tableau des risques liés au changement climatique, mais en fait, il touche à des questions fondamentales de bien-être, de sécurité humaine, de préservation des écosystèmes, donc santé, sécurité alimentaire, sécurité d'approvisionnement en eau, sécurité des lieux de vie, pour faire simple et aller très rapidement. Et les risques liés au changement climatique dépendent de 2 choses. En fait, ils vont dépendre de l'ampleur et de la vitesse du changement climatique planétaire. Et puis, ils vont aussi dépendre des réponses qui vont être apportées, de la capacité à réduire les vulnérabilités, à agir sur l'exposition face aux aléas climatiques, donc des choix socio-économiques. Alors, un exemple d'innovation par rapport à ces connaissances, c'est finalement de les traduire en un élément en appui à la prise de décision. Donc c'est ce que le gouvernement français a fait dans le cadre du plan national d'adaptation au changement climatique, version 3, en tirant le bilan des actions d'adaptation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place pour limiter les conséquences de ce climat qui change, c'est ça l'adaptation, et en observant que les efforts précédents étaient plutôt réactifs. Une canicule qui entraîne une énorme surmortalité en 2003, on identifie les vulnérabilités, on met en place des plans canicules, des alertes précoces, des actions par rapport à des personnes particulièrement fragiles, âgées, isolées, des pièces rafraîchies. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est réactif.
une sécheresse grave, on commence à réfléchir sur ce qu'implique un climat qui se réchauffe par rapport aux ressources en eau, où on a vu en 2022 en France des ruptures majeures d'approvisionnement pour de nombreuses communes, les enjeux qui sont de plus en plus tendus en fait, de partage de l'eau dans les conditions sèches pour les différents usages industriels, énergétiques, urbains et agricoles. Et en fait, dans ce cadre-là, eh bien, il y a une réflexion sur comment réduire tous les usages de l'eau, sauf les usages agricoles, en gros, d'une petite partie à horizon 2030, dans une réponse à une sécheresse remarquable en 2022. Mais en fait, c'est réactif, c'est fragmenté, c'est contrasté selon les secteurs, il n'y a pas de cadre juridique. Finalement, rien ne vous oblige à anticiper les caractéristiques climatiques à venir, et donc rien ne garantit finalement de vous appuyer sur des connaissances scientifiques pour agir pas uniquement a posteriori, post-crise, mais par anticipation, en engageant des changements qu'on peut caractériser de adaptation transformatrice, pour faire en sorte que nos activités, nos systèmes soient plus résilients dans un climat qui continuera à changer. Et donc pourquoi je parle d'innovation ? Parce que la construction d'une trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique de la France, comme un document quasiment réglementaire, c'est une forme d'innovation. Donc l'idée, c'est de se dire on va vers 3 degrés au niveau mondial à horizon 2100 s'il n'y a pas plus d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre que ce qui est déjà mis en place. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire pour la France ? Donc le réchauffement est plus fort en France que la moyenne planétaire. On peut le quantifier sur la base des mêmes outils de modélisation du climat, global à régional. Donc ça veut dire en France, on irait vers 2,7 degrés de réchauffement vers 2050 et puis 4 degrés vers 2100. Et après, on peut se dire, dans une France à 2,7 degrés de plus qu'en 1900 vers 2050, quelle est l'augmentation de la récurrence des extrêmes chauds, des sécheresses, dans quelle région, pour quelle saison, quelle est l'augmentation de l'intensité des pluies extrêmes, typiquement, ou quelle est la durée des conditions propices à des feux de forêt qui augmentent, notamment en région méditerranéenne. Donc on peut fournir en fait ces informations, puis ensuite l'enjeu c'est d'arriver à le rentrer dans un cadre juridique contraignant pour que lorsqu'il y a notamment un investissement public, on s'assure en fait qu'il permette d'assurer la résilience de l'infrastructure, du fonctionnement par rapport à un climat qui continuera à se réchauffer. Et puis en plus de ces caractéristiques, on peut aussi imaginer sur la base des connaissances scientifiques des stress tests. Un exemple de stress test, c'était la question de la ville de Paris au moment des JO l'année dernière, qui était de dire, mais il y a d'autres villes pas très loin de nous qui ont déjà eu 50 degrés de température. On se rend bien compte que ce serait très compliqué d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue sanitaire, notamment au moment d'un grand événement, si on avait ce type de conditions. Est-ce que c'est possible que ça se produise ? Donc on peut réinterroger les connaissances disponibles, les données, les changements, les projections. Et ce qu'on voit, c'est que dans le climat actuel, c'est implausible, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément qui étaye le fait qu'on puisse aujourd'hui atteindre ce niveau de réchauffement pour un événement très chaud l'été à Paris. Donc, typiquement, comme en 2003, un blocage, une espèce de dôme de chaleur qui persiste pendant 2 semaines au moment le plus chaud de l'année. Par contre, en climat futur, eh bien, dans un niveau de réchauffement planétaire de 2 degrés vers 2050, on a quelques simulations qui essayent de balayer, vous savez, toute la possibilité de variabilité spontanée du climat qui le simule. Donc on ne peut plus l'exclure, et un événement qui aujourd'hui est implausible devient une possibilité rare, mais une possibilité. On ne va pas structurer l'adaptation de la région parisienne pour être prêt à 50 degrés en été. Par contre, pour des infrastructures stratégiques, lorsqu'on a en fait des risques de défaillance avec des conséquences graves, ça peut s'anticiper. Par exemple, faire en sorte que les réseaux de télécommunications, les réseaux EDF fonctionnent, même si on a temporairement 50 degrés. Faire en sorte qu'on ait une stratégie d'anticipation pour les hébergements de personnes fragiles, enfants, personnes malades, personnes âgées. Donc des systèmes, par exemple, de climatisation durcis, parce que ceux qu'on a aujourd'hui ne fonctionnent pas à 50 degrés. La conservation des médicaments, la conservation de la nourriture. Voilà, donc pour quelques aspects d'infrastructures critiques ou de populations particulièrement vulnérables, ce type d'éventualité doit être prise en compte. Et donc, c'est une forme d'innovation, de co-construction de connaissances entre l'analyse finalement des plus grandes vulnérabilités, des infrastructures névralgiques,
de l'impossibilité d'accepter une défaillance vu les cascades de conséquences, combinée avec l'interrogation des sciences du climat qui permet de construire nous, ce qu'on appelle une trame narrative, c'est-à-dire dans quelles conditions ce type d'événement peut se produire, et ensuite s'il se produit, quelles peuvent en être les implications, et ensuite comment anticiper et faire en sorte, au fur et à mesure qu'on rénove, qu'on investit régulièrement, d'en tenir compte, par exemple dans le cadre réglementaire sur des secteurs particuliers, pour qu'au fur et à mesure, on s'assure que ces infrastructures fonctionnent. Alors, il n'y a pas que du côté de l'adaptation ou de l'information par rapport au climat futur qu'on a des enjeux de réponse multiples. Si l'on veut limiter les risques liés au changement climatique, on a deux dimensions principales. La première, c'est anticiper ses caractéristiques, les enjeux d'adaptation, de gestion de risque. Et puis l'autre volet, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est la condition clé pour parvenir à limiter l'ampleur du réchauffement, l'escalade des risques, les pertes et dommages. Et donc, réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça demande des transitions à l'échelle de tous les grands systèmes. Énergie, usage des terres, eau, alimentation, les systèmes urbains avec notamment les bâtiments et les transports, la forme des villes, les systèmes industriels, les systèmes de santé, et puis l'organisation de nos sociétés, notamment la mutualisation de risques, les services climatiques, les alertes précoces. Tout cela fait aussi partie des transformations de société. Et dans ces transitions de grands systèmes, sur le volet réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est frappant, c'est que sur la base de ce qui existe aujourd'hui, il y a un potentiel à diviser par 2 les émissions mondiales de gaz à effet de serre en moins de 10 ans. Le potentiel est là. Mais quelles sont les caractéristiques pour avoir ce potentiel complet? Il y a un volet d'innovation technologique. Dans tous les secteurs, en fait, on a une possibilité à répondre aux besoins avec des technologies beaucoup plus propres. Donc, exemple, décarbonation des mobilités, électrification des mobilités, vélo électrique, voiture électrique et le reste. Ça, c'est le volet technologique. Deuxième exemple, bâtiment, sortir du gaz fossile pour le chauffage ou du fioul. Là, on a aussi un volet au-delà de la rénovation thermique. On a aussi un volet, par exemple, de pompe à chaleur. C'est une forme d'innovation répandue, mature. Et le déployer à plus grande échelle permet de répondre aux besoins de chauffage de manière décarbonée. Donc, je prends ces 2 exemples-là. Mais l'innovation technologique à elle seule, elle ne permet pas en fait de réduire profondément les émissions de gaz à effet de serre, d'engager des transitions de système à la hauteur des enjeux, parce que en fait, comme la demande à l'échelle mondiale notamment continue à augmenter, même si vous y répondez uniquement par les innovations technologiques, vous n'arriverez pas à faire baisser rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a un deuxième volet aussi fondamental qui est ce qu'on appelle dans notre jargon la maîtrise de la demande. Et la maîtrise de la demande, en fait, c'est un mélange d'efficacité et de sobriété. Donc l'efficacité, qu'est-ce que c'est? C'est vous avez un logement qui a une passoire thermique, vous le rénovez, et donc vous allez être plus efficace en utilisation d'énergie. Mais très souvent, l'innovation et l'efficacité, parce que ça permet de réduire les coûts de fonctionnement par la suite, c'est associé à des effets rebonds. Pour vous chauffer à la même température, ça vous coûte moins cher, vous avez plus d'argent, qui vous reste à la fin. Avec cet argent, que faites-vous? Soit vous chauffez plus et vous vivez en t-shirt au lieu de vivre en pull, ça arrive en fait assez souvent. Soit, par exemple, vous allez voyager davantage, et donc vous allez avoir, ou vous consommez davantage d'appareils à forte empreinte carbone, ou peu importe. Et en fait, du coup, l'efficacité et l'innovation technologique seule, ça a été suivi sur des cohortes de consommation, peut au bout d'un moment conduire en fait à émettre davantage par rapport à ces effets rebonds. Donc la sobriété, au sens éviter des usages, elle est en fait un complément structurant qui permet de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis le troisième volet, qui est aussi important, donc innovation, demande, efficacité et sobriété, c'est ce qu'on peut caricaturer un peu comme les solutions dites fondées sur la nature. Alors souvent, c'est pas rattaché à la notion d'innovation qu'on rattache plus à l'ingénierie ou la technologie, mais on comprend de mieux en mieux comment il est possible, pour de nombreux besoins, par exemple, se prémunir des sécheresses ou des inondations, peut en partie être réalisé en s'appuyant sur les services d'écosystèmes comme des zones humides, qui jouent le rôle d'éponge pendant les phases de pluie intense, et ensuite qui déstockent de l'eau pendant les phases de sécheresse. Donc une meilleure compréhension en fait, des écosystèmes, de leurs fonctions, de leurs services, c'est une forme d'innovation qui n'est généralement pas mise dans cette catégorie-là,
qu'on appelle parfois solutions fondées sur la nature ou les écosystèmes, qui est le troisième pilier, en fait, d'une décarbonation profonde. Donc avec l'idée de contribuer à l'adaptation, contribuer à préserver la biodiversité, bien sûr, trame verte et tout le reste, mais aussi, en fait, qui joue un rôle fondamental pour ajouter du stockage de carbone, notamment dans la végétation et les sols, un point important pour arriver vers la neutralité carbone. Alors, je vous ai parlé un tout petit peu donc, de ces solutions fondées sur la nature, et ce qui est particulièrement frappant, c'est que plus le climat change, plus ses effets sur les écosystèmes, comme sur nous, augmentent, et plus finalement on peut être contraint par rapport à ces solutions fondées sur la nature, et donc limiter le réchauffement, c'est aussi avoir plus de palettes à notre arc par rapport aux solutions qu'on peut déployer. Je vous donne un exemple. Tant que le niveau de la mer monte pas trop vite, on peut restaurer des écosystèmes sur les littoraux, des mangroves, des marais côtiers, des systèmes de récifs de coraux pour lesquels on enlève d'autres sources de pollution ou de pression, et utiliser leur capacité pour freiner l'érosion du littoral. Mais si le niveau des mers monte très vite, ces écosystèmes ne suivront pas, donc on va perdre la possibilité d'utiliser ce type de levier d'action. Alors je vous ai parlé du niveau de la mer, je veux juste en dire un mot. La montée du niveau de la mer, c'est 23 cm depuis 1900 au niveau mondial. C'est dû directement au déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre. C'est l'océan qui se réchauffe et gonfle. Les glaciers, le Groenland, l'Antarctique qui perdent de l'eau, qui rejoint l'océan. Et le rythme de montée du niveau de la mer accélère. Et il est passé à plus de 4 mm par an sur les derniers 10 ans. À horizon 2100, la plage de montée de niveau de la mer va de 50 cm à 1 mètre selon ce qu'on va faire en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis si certains secteurs de l'Antarctique deviennent instables, c'est possible, mais on ne sait pas dans quelles conditions cela peut se réaliser. Donc pour nous, c'est une éventualité dont les risques seraient majeurs, mais dont la probabilité d'occurrence est difficile à quantifier, faible ou inconnue. En fait, si on a donc ce type d'instabilité qui se produit, un scénario au maximum plausible serait jusqu'à 1,50 m de montée du niveau de la mer d'ici 2100. Puis dans tous les cas, en fait, ça se poursuit par la suite, parce que l'ajustement de l'océan, des glaciers, des calottes est long, en fait. Ça se poursuit sur plusieurs siècles, à plusieurs milliers d'années. Alors je vous parle de la montée du niveau de la mer parce que ça illustre vraiment les enjeux d'adaptation par anticipation. On en voit à peine le début des effets. Plus d'inondations chroniques à marée haute, plus de records de niveau marin, parce que quand le niveau moyen monte et que vous avez la tempête du siècle, c'est encore plus haut qu'avant. Et puis des intrusions d'eau salée, des submersions littorales, mais c'est vraiment que le début. Donc les conséquences, c'est aussi des conséquences qui vont être de l'érosion des côtes sableuses et des zones en fait qui vont demander des réponses compliquées. Pourquoi je parle de réponses compliquées ? Parce qu'en fait, il va falloir construire une vision de ce qu'est un développement littoral résilient. Pour des résidences secondaires, on peut surélever un peu, mettre en protection, accepter de vivre avec un risque. Pour des centres un peu névralgiques, des villes, des infrastructures clés, des ports, des systèmes industriels, il va falloir durcir, en fait, construire des digues très coûteuses. Puis une digue, elle a toujours une limite, en fait. Elle a un seuil de tolérance, donc elle retarde le risque, mais elle ne l'enlève pas, en fait. Elle donne parfois un faux sentiment de sécurité. Derrière la digue, on se pense à l'abri, on concentre encore plus de biens, de valeur, puis du coup, on augmente en fait les risques en cas de dépassement de capacité. Autre solution possible, le repli stratégique. C'est une forme d'innovation sociale. C'est aussi peut-être plus sobre, à terme, que d'essayer de durcir un endroit qui, à terme, posera des questions d'habitabilité. Et le repli stratégique lui-même pose beaucoup de questions, en fait, de délibération, de financement, des questions éthiques. Comment on accompagne ce repli stratégique, qui décide, dans quelles conditions. Et donc c'est aussi en fait un enjeu majeur entre innovation sociale peut-être, sobriété, meilleurs usages, et puis on voit là les tensions entre reculer sur le littoral, donc aménager sur des zones qui n'étaient pas artificialisées, entre la sobriété foncière et l'adaptation au changement climatique. Alors, qu'est-ce que c'est en fait si on essaye de creuser la vision de ce qu'est la sobriété par rapport aux enjeux de décarbonation ? Je vais mettre l'accent sur ce point-là.
Et dans les rapports du GIEC, la définition de la sobriété, c'est le mot anglais sufficiency. Sufficiency. C'est pas la même chose, c'est pas compris, ça n'a pas la même acceptation que sobriété en français. Sufficiency, c'est en fait avoir assez. Avoir assez pour vivre correctement, pour assurer le bien-être de tous, tout en évitant des demandes en eau, des demandes en énergie, des demandes en terre, des demandes en ressources, des demandes en biomasse, etc. Donc la sobriété, elle s'articule dans une approche où, à l'échelle structurelle de politique publique, de stratégie, ou à l'échelle de choix individuels, eh bien, il y a des choses qu'on arrête, il y a des choses qu'on remplace, il y a des choses qu'on améliore. Alors, si on regarde la manière dont ces enjeux de sobriété sont pensés, et pour faire écho à votre présentation tout à l'heure, pour certains, la sobriété, c'est vu comme une fin. C'est-à-dire, c'est vu comme sortir d'une logique de consommation croissante, c'est vu comme une sorte d'aspiration à un autre style de vie, dépouillé, on va dire, avec bien sûr des enjeux de redistribution, des enjeux d'équité qui sont étroitement associés à cette vision de la sobriété. Pour d'autres, la sobriété, c'est simplement un moyen, comme je le décrivais tout à l'heure, assez pragmatique, qui permet en fait, à moindre risque, on va dire à moindre coût, de réduire des émissions de gaz à effet de serre. Et quand on regarde les grands domaines pour lesquels il y a un potentiel important, c'est par exemple la surface habitable par personne. C'est un enjeu de sobriété par rapport au coût en fait, de l'aménagement des bâtiments, de l'utilisation des bâtiments. Et c'est par ce biais-là que c'est rentré en premier dans les réflexions climat. Le deuxième angle de la sobriété qui revient souvent, c'est éviter, par exemple, des mobilités. Éviter des mobilités, vous savez, le télétravail ou des choses comme ça c'est la version vraiment vue de manière peut-être non transformatrice. La vision plus transformatrice, c'est se dire qu'est-ce qui évite des demandes de mobilité ? C'est la forme de la ville, c'est l'aménagement urbain, c'est rapprocher les lieux de vie, les lieux de travail, les lieux de loisirs. Et donc c'est penser autrement l'aménagement pour faire que stratégiquement, la sobriété, les déplacements évités soient accessibles à tout le monde. Vous voyez qu'en fait, on peut le regarder de différentes manières. On ne change rien, on met une petite pratique dans un coin qui peut relever de la sobriété, ou alors on le prend de manière structurelle, et quand on conçoit l'aménagement du territoire, finalement, un peu à l'inverse de ce qui a été fait depuis les années 60, on le conçoit, on le met en œuvre, et donc il s'agit en fait plutôt de stratégie pour rendre accessibles des styles de vie sobres en carbone à chaque personne, sachant qu'en général, il y a des obstacles multiples par rapport à accéder à des styles de vie bas carbone. Donc des obstacles qui relèvent de l'organisation de la société, de l'organisation économique ou politique, mais il y a aussi des obstacles qui relèvent d'attitudes individuelles ou aussi de dimensions culturelles assez profondes. Ce qui est intéressant sur les réflexions sur la sobriété, c'est qu'il y a eu des réactions extrêmement hostiles de nombreux pays sur la visibilité de cette dimension de l'action pour le climat, y compris à l'échelle d'un résumé pour décideurs de rapport du GIEC. Et les pays qui ont soutenu l'intégration de la sobriété comme réponse sont quelques pays asiatiques, Thaïlande, Inde par exemple, et puis la France. Et donc on voit qu'on a une dimension culturelle par rapport à ce rapport à la sobriété comme levier d'action. Alors je n'ai pas moi une analyse historique, sociologique, culturelle, mais ce qui me frappe en France, c'est qu'il y a une culture depuis très longtemps de la brocante de la seconde main. Il y a eu en fait, depuis les chocs pétroliers des années 70 notamment, toute une réflexion sur la sobriété énergétique. Moi j'ai grandi avec ça, je me souviens quand j'étais enfant, anti-gaspi, ça s'appelait à l'époque. La meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas, etc. En fait, ça allait un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu dans cette direction-là. Il y a des éléments également de culture asiatique, spirituelle, je dirais, qui relèvent de la responsabilité individuelle, d'avoir suffisamment, assez, mais pas trop, qui sont aussi présents, en fait, dans la manière dont, encore aujourd'hui, on peut refléter ou non cette dimension-là. Et en termes de publications scientifiques, finalement, des travaux quantifiés, des travaux qui intègrent ces dimensions de sobriété, ne font que monter en puissance dans toutes les régions du monde, dans tous les contextes.
Donc on voit qu'en fait, il y a un pan important de réflexion sur les actions visant à limiter le réchauffement climatique, qui vont au-delà de la seule innovation technologique, croissance verte pour faire simple, mais qui rentrent dans une réflexion sur quelles sont les transformations vers un développement résilient face au climat, qui intègre finalement les objectifs de développement durable multiples, pas que l'enjeu climat, loin de là, y compris la réduction des inégalités, les contraintes sur les ressources, la protection des écosystèmes, la décarbonation, qui font de cette réflexion sur la sobriété comme levier d'action, mais aussi parfois comme vision utopiste, peut-être, un aspect de travaux de recherche quantifiés, y compris à l'angle économique, qui sont importants. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand on regarde les réponses face au changement climatique, donc elles peuvent permettre de réduire les risques en évitant un réchauffement supplémentaire, en se préparant mieux, en réduisant des vulnérabilités. Mais les réponses inadéquates peuvent aussi devenir des risques. Alors, il y a quelques exemples. Utiliser les terres émergées pour de nouveaux usages, notamment par exemple des cultures pour l'énergie ou du stockage de carbone, ça on sait que c'est une source de risques supplémentaires. Il y a un potentiel, mais on est sur des contraintes par rapport à la biomasse que l'on peut exploiter, des contraintes par rapport aux besoins pour l'alimentation humaine et animale, des contraintes par rapport à l'état de santé des écosystèmes pour éviter leur dégradation et par rapport à la préservation de la biodiversité. Et donc cet enjeu sur la biomasse nous pose, dans chaque contexte, en France par exemple, on ne boucle pas sur les stratégies climat-énergie par rapport à toutes les aspirations à utiliser de la biomasse. On veut stocker du carbone, on veut remplacer les énergies fossiles pour la chimie par exemple par des matériaux biosourcés, et en fait, on veut utiliser la biomasse pour se chauffer encore. Et en fait, quand on regarde toutes les aspirations à tous les usages, ça n'est pas cohérent avec l'état, par exemple, actuel de la forêt française et l'augmentation de sa dégradation, on va dire. Donc là, est-ce qu'on peut parler de sobriété par rapport à ça ? On peut parler de contraintes dures. Donc, quelles seront les ressources en eau disponibles ? Quelles sont les ressources en biomasse disponibles dans un contexte donné ? Et donc, je pense que ça amène à regarder les ressources que l'on peut utiliser d'une manière contrainte. Et ça, on va le voir de plus en plus. C'est-à-dire un climat qui se réchauffe va apporter différents types de contraintes qu'il faut anticiper. L'autre enjeu, c'est quand on regarde les politiques publiques visant à réduire des émissions de gaz à effet de serre. Donc j'ai esquissé, on sait ce qui peut fonctionner, et puis on sait ce qui déraille. Donc ce qui déraille, c'est quand on a des approches, par exemple, fiscales, qui ne tiennent pas compte des effets redistributifs, augmentation des taxes sur les carburants, qui interagissent avec des revenus contraints, des mobilités contraintes, et qui créent des conditions perçues comme injustes, crise des gilets jaunes par exemple. Et donc, ces enjeux de penser, mettre en œuvre des transitions qui soient justes, elle est fondamentale. Je fais aussi la référence à un travail du Conseil national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion de l'année dernière, juin 2024, donc, qui a travaillé avec des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion. Donc les personnes en France qui émettent le moins de gaz à effet de serre par personne. Des personnes qui, par leurs conditions de vie, l'état des logements dans lesquels ils vivent ou leur métier, sont disproportionnellement exposées aux conséquences d'un climat qui se réchauffe. Et les conclusions de ce conseil étaient de dire ne pas agir pour le climat serait le plus injuste pour ces personnes, mais agir sans elles, sans les consulter, sans tenir compte des implications pour elles, serait le plus injuste. Et donc on voit également cette dimension de sobriété contrainte, mais aussi en fait dans le rapport du Conseil national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, un ensemble de compétences, de ressources, de savoir-faire, de savoir-être, développés par les personnes qui ont des revenus extrêmement contraints, qui peuvent être aussi inspirants, et qui ont fait l'objet d'une thèse récente en sciences sociales qui s'appelle « Les débrouilles rurales » et qui prend l'exemple de 31 ménages dans des contextes départementaux variés en France, avec une analyse vraiment détaillée de la consommation des ménages, et qui montre en fait quels sont ces styles de vie très sobres, mais qui souvent s'appuient sur un ensemble un tissu social, des mécanismes d'entraide qui permettent de vivre décemment, tout en ayant des revenus très contraints, et souvent
ces approches-là, ces connaissances-là ne nourrissent pas en fait les politiques publiques. Et puis en termes d'adaptation au changement climatique, on peut avoir une adaptation efficace. Ça protège les gens, les personnes, les écosystèmes, les activités économiques maintenant et à l'avenir. Ça évite d'émettre des gaz à effet de serre, ça pèse peu sur la ressource. Puis on peut avoir des exemples de maladaptation, c'est-à-dire des options qui sont mises en œuvre maintenant, mais involontairement, qui créent de nouveaux risques, des injustices, des destructions d'écosystèmes ou des émissions de gaz à effet de serre. Alors ça peut vous sembler très abstrait. Je vais vous l'illustrer avec 3 questions. Qu'a-t-on à neige ? Adaptation ou maladaptation ? Innovation ou sobriété ? Climatisation. Adaptation ou maladaptation ? Innovation ou sobriété ? En fait, on n'a pas de réponse univoque. Ça va dépendre du contexte, de la manière dont c'est mis en œuvre, des effets indésirables en milieu peu dense. La climatisation dans des régions où la nuit, en fait, on a des températures qui ne permettent pas le repos ou le travail le jour, ça va continuer à se répandre. Mais en milieu urbain très dense, on rajoute des calories dans des îlots de chaleur urbains, on expose les personnes à l'extérieur à encore plus en fait, de surplus de chaleur, on augmente la consommation bien sûr d'énergie également, et donc la question se pose, dans quel contexte, dans quelles conditions c'est efficace ou c'est une maladaptation. Dernier exemple, stockage d'eau en surface, réserve de substitution ou bassine, selon la terminologie qu'on choisit, adaptation ou maladaptation. Et typiquement, en fait, pour ce type d'approche, on n'a pas encore les outils pour arriver à évaluer la viabilité de gros investissements publics dans un climat qui continuera à se réchauffer, pour savoir si en tout cas ce type d'approche permettra réellement de maintenir les mêmes activités agricoles très dépendantes de l'eau qu'on cherche à préserver le plus longtemps possible. Et je prends cet exemple-là, parce qu'il s'agit en fait de cultures de maïs irriguées très souvent, très dépendantes en eau, elles sont associées à un modèle de production agricole qui utilise le maïs pour l'élevage d'animaux, qui vont avec une consommation avec des protéines animales. Et on voit bien qu'en fait, si on ne regarde qu'un volet, qui est la situation de l'exploitant producteur, on passe à côté de la réflexion d'ensemble sur le système alimentaire. Le système alimentaire, c'est 1/3 des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est fragile, il y a une augmentation des pertes de rendement, des pertes de production. Les producteurs agricoles, ils sont en première ligne. Mais si on ne prend pas l'ensemble du système alimentaire entre ce qui est produit et ce qu'on consomme, en fait, on peut apporter des réponses inadaptées, des décalages entre l'offre et la demande. Et si, par exemple, on produit moins de maïs en France et qu'on l'importe d'autres régions du monde, ça ne fait que déplacer, en fait, les difficultés. Et donc, c'est pour cela que dans ce secteur-là aussi, la question de la sobriété, en fait, au titre d'une alimentation saine, soutenable, nutritive et plus décarbonée, elle est aussi intimement liée au potentiel d'action, au potentiel de transformation du système alimentaire. Et c'est un des points, par exemple, de tension majeure, on le voit culturellement, mais aussi en termes d'organisation professionnelle. Dans les rapports du GIEC, la mention de plus de protéines végétales et moins de protéines animales, elle a été vraiment contestée violemment par les pays d'Amérique du Sud, très exportateurs de viande, directement, en fait. Donc on a utilisé la formulation que je viens d'utiliser, une alimentation saine, soutenable et diversifiée. On comprend bien que le message est moins explicite, par exemple. Et donc c'est pour ça qu'on voit ces enjeux. Donc, pour décarboner le système alimentaire, pour le rendre plus résilient, il y a des leviers d'action d'innovation technologique, d'une agriculture qu'on peut appeler climate smart, qui s'appuie sur beaucoup d'outils de mesure en temps réel, d'optimisation d'intrants, d'optimisation de pratiques, d'efficacité. Et puis aussi, on a des approches d'agroécologie, d'agroforesterie, et des approches qui touchent à la question de la sobriété sur les régimes alimentaires. Encore une fois, on retrouve en fait les 3 volets que je présentais tout à l'heure. Alors, il y a une chose qui est très frappante, c'est que quand on regarde dans le monde, les pays où l'action pour le climat a le mieux fonctionné, on a par exemple des comparaisons de 1500 politiques publiques dans 41 pays sur tous les continents. Sur ces 51 pays, 49 c'est des démocraties. Et on a une littérature scientifique qui regarde en fait des indices de qualité de vie démocratique et puis la qualité de l'action publique pour le climat et qui montre que les deux sont assez étroitement liés. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait la qualité de la vie démocratique, ça va avec des médias indépendants, ça va avec la participation de la société civile, y compris les organisations impliquées dans la protection de l'environnement,
la place notamment de la jeunesse dans les réflexions sur la soutenabilité. Donc ça semble très positif, mais on a en fait deux principaux freins pour que les démocraties agissent de manière efficace par rapport au changement climatique. Le premier frein, c'est la dépendance aux énergies fossiles qui exerce un effet corrupteur multiple à différentes dimensions, via par exemple le fait de pouvoir littéralement acheter un parti politique, mais via aussi en fait des effets plus insidieux et plus pervers au moment de la mise en œuvre d'un cadre de projet de loi, de décret, avec un affaiblissement qui a été montré dans différents contextes de différents pays à différents niveaux. Puis le deuxième facteur qui sape la capacité des démocraties à agir efficacement pour le climat, c'est dans les pays avec des très fortes inégalités socio-économiques, où en fait les personnes avec des styles de vie très émetteurs, des investissements très émetteurs, peuvent exercer une influence disproportionnée, notamment en étant propriétaires de médias, sur les processus en fait de délibération et en fait la qualité du débat démocratique, la capacité à agir sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors je termine sur ce volet-là, puisque ces deux effets sont littéralement mis en évidence par la politique mise en œuvre depuis janvier par l'administration Trump aux États-Unis, où en fait on voit une obstruction brutale, inédite par rapport à l'action vis-à-vis du changement climatique. Quelqu'un qui me décrivait d'ailleurs récemment le positionnement américain sur le climat comme intermittent. Obama, Biden, Trump, vous voyez ce que je veux dire ? Donc on-off. Et là, ça va largement au-delà actuellement. Donc ce que l'on voit en fait, c'est une politique publique qui est finalement construite pour maintenir au maximum, le plus longtemps possible, l'utilisation d'énergie fossile. Donc ça cible en fait le cadre réglementaire, donc la destruction du droit de l'environnement, et puis ça cible aussi, de manière très frappante, donc les technologies propres, donc qui sont bannies, les conditions de mise en œuvre sont durcies, et puis également donc ça cible la demande. Parmi les premières décisions de l'administration Trump, c'est défaire les politiques publiques d'efficacité énergétique et même l'étiquetage énergie. Vous savez, comme vous avez vous les étiquettes sur les machines à laver et le reste, enlever en fait ce type d'information pour le public. Donc on voit bien que c'est pensé, c'est freiner l'innovation, freiner l'efficacité. Aux États-Unis, la sobriété, c'est tabou en fait. Mais c'est freiner l'innovation et l'efficacité à tous les points de vue. Et puis finalement, pourquoi est-ce que c'est aussi brutal ? Je pense que c'est parce que les faits scientifiques sont très clairs. Donc la réalité des responsabilités vis-à-vis du changement climatique, le rôle extrêmement important à la fois des États-Unis comme pays, mais aussi des industriels fossiles américains, dont on peut maintenant montrer à quel point leurs émissions ont provoqué des dommages quantifiables dans d'autres régions du monde. Donc une obstruction par rapport à la force des faits scientifiques et la montée en puissance du cadre international des contentieux juridiques. Donc l'idée, c'est vraiment échapper en fait à toute responsabilité. Et puis la deuxième chose, c'est la capacité à décarboner, elle est là. Aux États-Unis, il y a eu des investissements majeurs dans les énergies renouvelables, dans les technologies propres ces dernières années. Ça a déplacé de la demande en charbon, ça déplace aussi de la demande en gaz. Et donc là, l'idée, c'est vraiment freiner cette transformation, ces transitions qui sont possibles. Donc une partie de l'innovation, dans une politique publique qui se veut très favorable à certains volets d'innovation technologique, notamment le recours massif à l'intelligence artificielle, le déploiement de centres de données qui sont utilisés pour justifier une urgence énergétique. Donc l'idée, c'est technologies les plus énergivores, les plus polluantes, aucun problème. Le but est de trouver le plus d'énergie possible, sous toutes ses formes, mais pas renouvelables. Et ensuite, le but étant également de détruire en fait tout le cadre réglementaire sur la pollution de l'eau, de l'air, de rendre invisibles les questions donc d'inégalité environnementale et maintenant même de détruire la production de connaissances scientifiques et leur accès public. Donc dans mon domaine en sciences du climat, ça passe par des financements coupés sur des mots censurés. Les mots censurés sont changement climatique, sciences du climat, pollution de l'eau, de l'air, technologies propres, femmes, inégalité et tout le reste. Ça passe par des licenciements brutaux d'agents fédéraux qui font de la recherche sur le sujet, dans les agences océan, atmosphère. Ça passe par des projets de budget qui enlèvent en fait toute possibilité de recherche fondamentale en sciences du climat, par exemple à la NASA ou l'agence océan, atmosphère.
Donc on mesure en fait la brutalité. C'est les jeux de données utilisés dans le monde entier, en fait, d'observation de la Terre, qui vont être rendus inaccessibles très prochainement. Donc on voit que c'est pensé, c'est construit, c'est lié aux intérêts que je décrivais précédemment, ce qui fait obstacle à une action efficace dans les démocraties. Donc l'effet corrupteur des énergies fossiles, et puis l'influence disproportionnée de personnalités aux revenus et aux investissements très émetteurs, qui, je pense, ont une aversion profonde, par des valeurs très enracinées, à la réglementation publique et à toute contrainte sur l'accroissement de la consommation personnelle. Donc la sobriété, c'est vraiment le repoussoir, je pense. Et puis, dernière chose, puisqu'on parle d'innovation, ce qui est également très frappant, c'est que ces personnalités très riches, qui ont souvent des fondations philanthropiques, dans le passé, pour certaines d'entre elles, avaient choisi de mettre une partie de leur richesse finalement dans des fondations avec des thématiques climat au sens agir par rapport aux vulnérabilités, soutenir l'adaptation, soutenir les technologies propres, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et depuis quelques années, un certain nombre de ces fondations américaines ont fait le choix de financer des recherches, voire des projets d'expérimentation qui portent sur la manipulation délibérée du climat, ce qu'on appelle la géo-ingénierie, donc visant à, par exemple, injecter des particules dans la haute atmosphère pour imiter des éruptions volcaniques et masquer une partie du réchauffement, ou bien, dans mon domaine, des financements assez importants, dans de nombreux pays d'ailleurs, sur la recherche de solutions de géo-ingénierie pour limiter le dégel des régions polaires, la fonte des glaces. Alors il y a des choses qui sont vraiment délirantes en fait, c'est mettre des petites billes sur la glace de mer, la banquise, pour augmenter sa réflexivité. Si on calcule en fait les quantités de matière qu'il faudrait, c'est à peu près autant que la production de plastique mondiale. Je vous donne une idée. Des espèces de systèmes de pompage qui vont prendre l'eau sous la glace de mer et la rejeter au-dessus, comme des canons à neige un peu inversés, pour épaissir la glace de mer et essayer de faire en sorte qu'elle persiste un petit peu plus longtemps. Et ça, c'est même perçu comme on va recongeler l'Arctique, on va réparer le climat. C'est de cette manière-là, en fait, que c'est vendu à des investisseurs, en fait, pour, je pense, soit créer une diversion, c'est-à-dire donner l'illusion qu'on peut continuer comme avant en recourant à ce type d'idées. C'est même pas une technologie, c'est même pas une solution, en fait. Ça passe pas des tests de plausibilité ou de risque. C'est associé aussi, je pense, à des valeurs, des visions du monde, le rapport à l'innovation, une impression presque prométhéenne, en fait, d'être capable de manipuler le climat planétaire pour, en fait, ne pas changer son style de vie. Et fondamentalement, c'est renverser complètement le principe du droit de l'environnement. Et je vais terminer avec ça. Donc le principe du droit de l'environnement, c'est quoi? C'est quand on montre qu'on a une atteinte à l'environnement, eh bien on la réduit. C'est ça le principe fondamental du droit de l'environnement. Et là, l'idée, c'est on atteint l'environnement, le bien-être humain, les écosystèmes, mais pour ne pas transformer nos modes de vie, nos pratiques, eh bien, ce qu'on va faire, c'est on va délibérément modifier l'environnement davantage pour qu'il nous sied, en fait. Vous voyez le renversement de valeurs qui est sous-tend, en fait, ce type d'approche. Il y avait un colloque aujourd'hui sur le sujet au Collège de France, d'ailleurs. Voilà, donc en fait, je voulais terminer sur ce volet-là. Sur les angles sobriété-innovation, je pense que le rejet d'une réflexion qui intègre la sobriété nourrit en fait certaines visions favorables à ce type d'approche qui ne sont pas une solution mais une forme de solution d'ultime recours en fait vis-à-vis du changement climatique et des risques qui sont devant nous. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci beaucoup.